Bonsoir à toutes et tous. Donc avant de commencer, je vais peut-être me présenter. Donc je suis Lucia Penaud. Donc j'ai été missionnée par la Preuve par 7 pour animer cette conférence ce soir. Et donc pour reparler rapidement de mon parcours, donc j'ai fait Sciences Po dès le collège, enfin dès la licence. Ensuite j'ai été à l'école urbaine de Sciences Po pour faire un master en stratégie territoriale et urbaine. Et donc j'ai réalisé un stage à la Preuve par 7 en 2018. Donc voilà, c'est pourquoi je suis là ce soir. Et aujourd'hui, je suis collaboratrice du maire du 20e arrondissement, donc en charge des politiques de l'habitat et du logement et de l'innovation sociale. Donc ce soir, il s'agit du premier dialogue donc, dans le cadre d'un programme de cours qui va durer tout au long de l'année, porté par un laboratoire des délaissés. Donc c'est un programme de recherche qui est porté par une chaire de philosophie de l'hôpital dont la directrice est Cynthia Fleury, c'est une philosophe et psychanalyste, ainsi que la Preuve par 7, qui est une démarche initiée par Patrick Bouchin, et donc qui vise à expérimenter en urbanisme et en architecture. Donc en fait, ce laboratoire des délaissés, il a été créé pour questionner la notion de soins et d'architecture, donc comment ils s'allient et comment en fait on prend soin des délaissés qui peuvent être paysagers, architecturaux, humains, et qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre donc, dans le temps et dans la manière dont on les revalorise. Donc, en fait, ce programme, donc chaque cours, on va questionner cette notion sous différents angles et on va donc se poser collectivement la question et à travers des cas pratiques. Donc ce soir, c'est donc le premier dialogue qui est lancé. Donc il va s'agir de se questionner sur la notion d'expérimentation et de prise de risque en politique et comment on peut déléguer des responsabilités et des risques à une tierce personne. Donc là, dans ce cadre-là, ce sera à Patrick Bouchin sur un cas pratique qui est la transformation de l'ancienne piscine de Bègle. Donc Bègle, c'est une commune qui est limitrophe à Bordeaux, donc au sud-est. Et donc on se pose cette question parce que de nos jours, les hommes politiques ou alors les architectes ou les urbanistes, ils sont confrontés à la complexité des opérations urbaines, notamment liées au droit de l'urbanisme qui est rigide et basé sur donc l'efficacité, la rentabilité et moins sur la spécificité des territoires ou voilà, les particularités. Donc on va essayer de voir ensemble pourquoi expérimenter et prendre des risques. Ça permet donc de faire autrement des projets et de les rendre plus particuliers à des territoires. Donc ce sera ce soir avec Noël Mamère, qui est ancien journaliste et maire de Bègue de 1989 à 2017, si je ne me trompe pas. Bonne mémoire, très bien. Et, les fiches sont bonnes jusqu'à maintenant. Et Patrick Bouchin, architecte et scénographe, et donc qui a initié la Preuve par 7 et qui pratique aujourd'hui avec l'agence Construire et l'association Notre Atelier Commun pour mener des projets architecturaux autrement et qui sont collectifs. Enfin, de la manière comment on crée en fait la ville collectivement. Donc, avant d'entamer ma question, est-ce que Patrick, vous voulez en fait ajouter des éléments? Ah non, je pensais au début devoir le faire, mais c'est parfait. Non, c'est clair. D'accord. Parfait. Donc, en première question, je vais vous demander, Noël Mamère, de nous retracer un peu l'historique du projet de cette ancienne piscine. Ah oui, donc là, j'ai le PowerPoint devant moi. Je voulais juste vous montrer. Je peux pas changer les photos. Si. Ah bah, c'est bon. Donc, nous retracer, donc on voit bien la localisation et donc l'architecture du bâtiment. Donc, nous retracer l'historique et l'origine du projet et en quoi vous avez donc pris des risques et expérimenté sur ce projet, la rencontre avec Patrick Bouchin et comment vous l'avez porté dans votre entourage politique pour en fait faire passer ce projet qui a été pensé et mené autrement. Ça fait beaucoup de questions. Oui. Et donc je ne vais pas accaparer la parole parce que le principe c'est un échange entre Patrick et nous par votre intermédiaire. Moi, je fais partie de ces maires qui considèrent qu'il faut bien connaître sa ville et son histoire et sa mémoire collective pour non pas la faire changer, mais pour qu'elle garde son identité tout en s'adaptant à des nécessités et à un contexte plus moderne que celui de l'époque à laquelle cette piscine a été construite.
Alors, je suis, comme vous l'avez précisé, nous sommes dans un séminaire, dans le cadre d'une chaire qui est dédiée aux soins. Il se trouve que cette piscine, quand elle a été créée en 1932, en pleine période hygiéniste, c'était comme se cache derrière le mot hygiéniste la question du soin. Et la question du soin qui s'adressait aux plus modestes, qu'on appelle aujourd'hui les plus vulnérables. Mais la question qu'on doit se poser, c'est de savoir qui est vulnérable. Il y a ceux qui sont vulnérables économiquement, ceux qui sont vulnérables du point de vue de la santé, et puis il y a une vulnérabilité qui nous touche tous par rapport aux effets du dérèglement climatique et à ses conséquences, aussi bien environnementales que sanitaires, y compris d'ailleurs en termes de santé mentale, avec la montée en puissance de ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Et donc, cette piscine, d'abord, elle ne s'appelait pas piscine. Peut-être serait-il judicieux de revenir à la photo d'origine, puisqu'elle s'appelait les bains-douches. Donc, cela signifie qu'en 1932, et bien plus tard, il y avait un certain nombre de familles qui n'avaient pas de moyens d'entretenir leur hygiène correctement parce qu'ils vivaient dans des appartements ou dans des maisons très modestes, et donc ils allaient au bain-douche. Et donc l'idée qui a été prise par cette municipalité, qui était une municipalité socialiste, ouverte aux questions de l'hygiénisme, c'est-à-dire de l'accès à la santé, à la propreté, entre guillemets, de ceux qui étaient en situation économique difficile, elle a été créée pour ça. C'est donc le contexte. Et c'est intéressant, et j'allais dire, c'est une belle métaphore finalement des thèmes qui sont abordés sur est-ce que l'architecture doit répondre à est-ce que c'est un des outils de ce que l'on appelle le prendre soin. Est-ce que l'architecture doit s'inscrire dans ce contexte, et est-ce qu'effectivement elle est un des éléments de ce que nous a manqué beaucoup jusqu'à maintenant, d'une architecture normée, conduite par maintenant de plus en plus par le numérique. Et donc la question qu'on doit se poser, est-ce qu'une ville, est-ce qu'une smart city imaginée par les gens, les potentats du numérique et tous ceux qui veulent nous faire croire que peut-être nous pourrions dépasser la condition humaine avec le transhumanisme, est-ce que ces villes sont à dimension humaine, ou est-ce qu'au contraire, ce sont des villes dans lesquelles, comme le dit très bien Patrick Bouchain, on tient compte de ce qui est déjà là. C'est ce qu'il appelle l'écologie du déjà là. C'est-à-dire, est-ce que construire, ce n'est pas bien souvent détruire? Et donc, qu'est-ce que l'on fait à partir de ce que l'on a? C'est la question qui est posée avec la piscine de Bègle. On a quelque chose. Cette piscine, tout d'un coup, n'est plus aux normes. Et donc, il faut la fermer. Parce que, ou choisir de la mettre aux normes. Et donc, à ce moment-là, j'ai été confronté à un choix. Comme dit Saint-Exupéry, je vais faire le pédant, tout le monde connaît, tout choix est un renoncement. Et donc, à l'époque, le choix politique que nous avions fait face à l'hémorragie de la ville de Bègle, c'était de favoriser l'accueil de la petite enfance pour arrêter cette hémorragie. Et donc de développer, là encore c'est une approche qui sort de l'approche verticale, ce qui était celle de ceux qui m'ont précédé, parce qu'il faut que vous sachiez que Bègle a été sous le communisme municipal pendant 30 ans. C'était une ville ouvrière, et donc ce n'est pas pour rien qu'a été créée cette piscine, et il n'était pas question pour moi d'effacer cette mémoire. Et d'ailleurs, Bègle sera sans doute l'une des dernières villes du monde dans lesquelles il y aura encore un pont Karl Marx et une avenue Lénine, mais je n'ai rien changé. Et donc l'idée était donc à ce moment-là de dire on va arrêter l'hémorragie et favoriser les crèches parentales, les crèches associatives. Et donc on a multiplié par 10 l'accueil de la petite enfance. Et j'ai fait le choix donc de ne pas céder à la pression et de dire cette piscine, on va la fermer. Et puis, le temps venu, on verra ce que l'on doit en faire.
Il faut savoir que derrière cette très belle façade de 1932, Art déco, il y avait une piscine d'été datant de 1964. Donc, la pression est montée pour ouvrir cette piscine avec référendum organisé par mon opposition. Et comme souvent dans ces cas-là, quand on dit est-ce que vous voulez une piscine, tout le monde répond oui, évidemment. Et sur les gens qui répondent oui, il y en a à peu près 10% qui vont fréquenter la piscine. Une piscine, il faut savoir que c'est coûteux en termes de frais de fonctionnement, et que donc on ne peut pas s'engager comme ça à rouvrir une piscine sans prendre un certain nombre de précautions. Je savais déjà, pour ce qui me concerne moi, avant mon équipe municipale, que cette piscine, elle ne ressemblerait pas forcément à l'intérieur à ce qu'elle était jusqu'à maintenant. J'avais pour idée, mais je n'ai pas pu, je ne sais pas l'imposer d'ailleurs, je n'ai pas pu la mener à bien, et sans doute l'équipe municipale a eu raison. Je savais qu'il y avait 2 piscines classées à l'inventaire des sites, c'était celle de Roubaix et celle de Bègles. Donc j'avais déjà créé à côté un musée d'art brut qui s'appelle le musée de la création franche, qui est aujourd'hui un des 4 musées les plus importants au monde en matière d'art brut. Et je m'étais dit que, comme c'était dans un lieu tout à fait improbable, que la piscine pourrait faire un très beau musée. Et puis mon équipe municipale m'a dit non, cette piscine, il faudra qu'elle refonctionne. Et donc le hasard des circonstances, alors j'ai sollicité, quand on a décidé que le moment était venu de rouvrir cette piscine, alors j'ai sollicité des architectes, et qui m'ont tous fait des mêmes propositions qui ne m'agréaient pas, c'est-à-dire de refaire une piscine plus moderne. Or cet objet qui était devant nous, il méritait d'être respecté et de garder son identité et de garder les traces, pas simplement les traces architecturales, mais les traces de sa mémoire, de cette mémoire ouvrière, de cette mémoire d'un lieu dans lequel venaient les gens les plus modestes de la ville. Un lieu à vocation sociale et pas simplement de loisirs. Et ces projets ne me convenaient pas, et j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'au hasard de mes rencontres, j'ai pu rencontrer Jean Digne, qui était à l'époque, je ne sais plus, il était directeur de l'Agence française de l'action artistique. Voilà, de l'Agence française de l'action artistique. Et je le fais venir à Bègles, mais pour un autre projet, parce qu'à Bègles, il y avait un terrain très important de 4 hectares et demi, c'est pas rien, qui était une coupure urbaine entre 2 parties de la ville, puisqu'il était fermé, qui appartenait à la société Esso, qui s'appelle Exxon aujourd'hui. C'est là qu'étaient entreposées les carottes de toutes les recherches au monde d'Esso. C'était un centre de recherche qui s'appelait avant Esso la pétrolière. Et donc Esso, qui est une entreprise multinationale très importante, savait même pas où se trouvait Bègles, et donc ils ont décidé à un moment donné de se débarrasser de ce site. Et donc j'avais ça aussi sur les bras, en me disant qu'est-ce qu'on va en faire. Donc j'avais fait visiter à Jean Digne, et puis je lui montre la piscine, et je lui dis j'ai beaucoup de problèmes parce que je n'arrive pas à trouver l'architecte qui va en faire quelque chose de bien. Et bien il me dit moi j'ai le gars je connais le gars qui va pouvoir tout le faire. Il s'appelle Patrick Bouchin. Et donc j'ai rencontré Patrick à Paris. Je lui ai montré ce que qu'était cette piscine d'hiver et piscine d'été. Et je l'ai rencontré à Paris dans un bistrot à la République. Il avait son petit carnet et il m'a dit voilà ce qu'on pourrait faire sur son petit carnet. Et ce qu'on pourrait faire, c'était l'idée géniale pour moi qui correspondait exactement à ce que je souhaitais pour cette piscine et ce qu'elle représente. Il m'a dit voilà, la piscine d'hiver, on va en faire un lieu sec. Et il l'a restauré à sa manière, c'est-à-dire un petit peu comme savent le faire les Italiens, où on garde des traces de ce que c'était, où on n'efface pas, où on n'occulte pas. Ça, par exemple, ce que vous voyez là, ça c'est la piscine, c'était la piscine d'été qui est devenue la piscine d'hiver moderne. Mais ça, ce sont les cabines
de la période qui sont les cabines. Ça, c'est après encore, parce qu'on verra. Voilà. Alors, vous avez vu les cabines, qui étaient les cabines d'origine, que Patrick a réhabilitées, dans leur jus, si je puis dire. Et ce que vous voyez ici, c'était le bassin d'hiver. Ce bassin n'était pas aux normes, il faisait 24,95 m, donc on ne pouvait pas y faire de compétition. Et Patrick a eu l'idée, avec un de ses amis spécialistes du sport, entre guillemets, en tout cas des activités corporelles, d'en faire un lieu qui soit un lieu dans lequel on ait 7 ou 8 ans, comme ces gamins, ou qu'on ait 80 ans, et qu'on puisse se servir de ces outils. D'ailleurs, il a appelé tous âges, c'était dédié à tous les âges. Et dans la coupole, c'est bête qu'il n'y ait pas la photo d'entrée, sous la coupole de l'entrée. Non, on ne la voit pas. Donc, vas-y. Voilà. Là, quand on entre par ces escaliers, il y a effectivement l'entrée de la piscine. L'entrée de la piscine, elle était conçue comme dans les années 30, avec une coupole, avec des carreaux qui laissaient passer, la lumière, et avec des tables, une table au centre qui était typique des années 30, et d'ailleurs qui a été conservée par Patrick. Et là, on a passé une délégation de service avec un petit resto, c'est pas un resto, qui s'appelle Nature et des courgettes, et qui permet on peut aller, par exemple, on peut être grand-père, grand-mère, accompagner son petit-fils ou sa petite-fille qui va aller se baigner dans la piscine moderne et attendre les petits-enfants en mangeant, en déjeunant dans ce lieu, ou même en accompagnant les enfants qui vont aller profiter de ce qu'était la piscine d'hiver, où maintenant on peut s'exercer. Mais ça, c'est disons, les apparences. Mais derrière tout ça, il s'est fait beaucoup de choses grâce à, j'allais dire, je ne sais pas pour de la flagornerie, mais au génie convivial, pour reprendre des théories d'Illich, de Patrick. Il a fait, au bout de la rue, il y avait une maison qui appartenait à la mairie et qui était inoccupée. Et donc, pour que les Béglés prennent bien conscience que ça appartienne, qu'ils se réapproprient cette piscine dans la mémoire collective, on organisait tous les jeudis avec la cuisine centrale. La cuisine centrale, là encore, ce n'est pas qu'une réponse, ce sont des maillons qui s'enchaînent. Cette cuisine centrale, quand j'ai été élu maire, il fallait la changer. Donc, quel était le choix? Le déléguer à Sodexo, à quelques entreprises comme ça, ou le garder en régime municipal, considérant que beaucoup d'enfants aujourd'hui sont malnutris, parce qu'il y a des enfants malnutris, et que de manger une fois par jour de manière correcte et bien équilibrée, ça contribue à lutter contre leur vulnérabilité. Et donc nous avons décidé que cette cuisine centrale elle serait sous régime municipal. Et parce qu'elle était sous régime municipal, on a pu faire des repas à 5 € tous les jeudis, où les Béglés pouvaient rencontrer les ouvriers du chantier. Donc tous les jeudis, ils rencontraient les ouvriers du chantier, ils rencontraient Patrick quand il était là. Résultat, quand on inaugurait la piscine, on était complètement submergés parce que beaucoup de Béglés étaient là et pour eux c'était leur piscine et c'est comme s'ils l'avaient faite eux-mêmes. Elle était entrée, elle leur appartenait. Mais alors peut-être peut-on montrer la phytoremédiation par exemple. Et donc ça c'est c'est à l'initiative de Patrick, mais j'ai partagé évidemment ces propositions. On a utilisé ce qu'on appelle le 1%. Donc sur le budget de la piscine, on a construit par exemple avec Liliana Motta, avec laquelle Patrick avait déjà fait de la phytoremédiation dans la condition publique à Roubaix. On a mis en place ce bassin, qui est un bassin qui purge l'eau. C'est la phytoremédiation. Il y a de la chance que l'on a, c'est qu'en face de la piscine, il y a une très jolie petite école maternelle qui date de 1924. Et avec l'eau de la piscine, on alimente les toilettes de cette école. Et puis on a associé des artistes, les beaux-arts. On a associé aussi dans une ancienne sécherie de morues, puisque Bègles était la capitale des sécheries de morues avec Fécamp. Il y avait 32 sécheries de morues dans les années 60. Et une très belle
très belle sécherie de morue en béton, avec une céramique classée de Buteau, qui était un très grand céramiste bordelais. Et je l'avais mise à disposition d'un collectif d'artistes qui s'appelait La Morue Noire, puisque la morue à Bègle était, évidemment, faisait partie de notre patrimoine. Pas simplement d'ailleurs ouvrier, mais aussi par les odeurs. Et donc dans ce collectif, il y avait un verrier, Tan, c'était son nom, vietnamien. Et évidemment, il n'est pas resté étranger aux yeux de Patrick, qui est allé le voir et qui lui a demandé de fabriquer, de créer des boules de couleurs sur lesquelles on envoyait la lumière, parce qu'on n'a pas pu dégager tous les carreaux qui amenaient la lumière par le haut, donc on l'a amené par le bas. Donc ça a été encore une association d'un artiste. Puis il a travaillé aussi, on a travaillé, donc le 1% scientifique, c'est pas simplement ce qu'on a fait avec Liliana Motta, c'est aussi une association avec l'université qui a permis d'initier un doctorat sur cet objet-là. Puis donc il a fait travailler aussi des étudiants des Beaux-Arts, parce que quand vous regardez là, c'est pas avec des Beaux-Arts qu'il a fait, mais il le dira mieux que moi. Le plafond. Le plafond, voilà, ce plafond là, c'est un plafond qu'a imaginé, que Patrick a imaginé, a proposé à un de ses amis artistes. Ça reproduit en fait les couloirs de nage. Et donc c'est quand on est dans la piscine, quand on est dans la sèche, on regarde en haut, on a l'impression qu'on va nager avec les gars, mais la vraie piscine, elle est de l'autre côté, à la place de la piscine d'hiver de 1964. Voilà, et donc c'est vrai que ça paraissait pas évident au départ de faire de cette piscine un objet qui soit adossé à la fois sur la mémoire collective, la mémoire ouvrière, la question, pour parler à la mode du care, c'est-à-dire du soin. Et le soin, ce n'est pas simplement l'architecture hospitalière, c'est le soin qui s'adresse à tous, et pas simplement non plus dans des établissements comme la piscine. Rechercher le soin, c'est aussi dans la construction et dans l'habitat. C'est pour reprendre comme je suis un vieil écolo, j'ai lu un certain nombre non pas de mes maîtres, mais d'auteurs qui disent des choses très justes aujourd'hui. Et c'est tout ce qui tourne autour de l'habitabilité du monde. Donc c'est aussi bien ce que peut écrire Latour que ce que peuvent écrire des philosophes comme Morisot sur le fait de cohabiter avec le monde vivant, humain et non humain, et comment la ville est en fait de la nature, pour reprendre ce qu'en disait Henri Lefebvre, et que nous ne sommes finalement que des vivants ni meilleurs ni moins bien que les autres vivants, et que construire une ville, c'est cohabiter. Et donc pour cohabiter, il faut respecter ce qui existe, et il faut que chacun se sente respecté pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il représente. Et donc, je sais qu'on parle beaucoup d'architecture placebo. La meilleure architecture, c'est celle qui prend déjà en compte les situations construites, le déjà là, comme le dit Patrick Bouchain, et qui essaie non pas de s'adapter, mais de proposer. C'est ce que disait un architecte écolo et libertaire qui était Lucien Kroll, dont Patrick Bouchain parlera beaucoup mieux que moi, puisqu'il a contribué à le faire connaître. Mais comment on fait pour être à la fois dans la transformation, dans la participation et en même temps dans la fronde, parce qu'il faut être un peu frondeur pour s'engager dans ce type d'architecture et ce type de projet. L'architecte doit être fondeur, mais le politique aussi. Et donc la politique, pour moi en tout cas, c'est prendre des risques. Et donc c'est pas simplement en mariant deux mecs en 2004, c'est aussi en prenant le risque d'une architecture qui soit à dimension humaine, en tout cas qui tienne compte, qui porte cette mémoire et ce que nous sommes. C'est comme le dit Latour d'ailleurs, il dit très bien dans quel monde nous vivons et de quel monde nous vivons. Dans quel monde nous vivons et de quel monde nous vivons.
c'est effectivement la question qu'on doit se poser aujourd'hui si on veut que nos villes soient vivables. Et donc je pense que, mais ça on aura l'occasion sans doute d'y revenir, que se contenter de croire qu'on va faire des villes plus vivables quand on aura planté plus d'arbres et créé plus de pôles de fraîcheur, c'est une manière de greenwashing qui ne correspond pas à l'idée qu'on peut se faire de ce que doit être une ville vivable et habitable. Comment habiter la Terre? C'est la seule question qu'on doit se poser. Et donc peut-être pour rebondir, Patrick, vous pouvez nous dire comment vous avez pris un risque dans ce projet et comment en fait la piscine et la commande vous ont permis donc d'expérimenter et de prendre ce risque. Parce que d'abord, il faut toujours se mettre dans une situation où nous, on est déjà quelqu'un. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les autres, il n'y a pas les habitants, et puis on est savant et on va questionner les habitants et savoir ce qu'ils veulent. Et comme j'avais été confronté dans une autre ville à la construction d'une piscine patinoire, et j'avais dit au maire, il n'y a pas plus con qu'une piscine patinoire, puisque une piscine, c'est pour être nu, et une patinoire, c'est pour être habillé. Une patinoire, il fait froid, et dans une piscine, il fait chaud. Comment peut-on avoir une architecture qui serve aux deux? Et d'ailleurs, c'est des gens qui avaient vendu cette idée, comme quoi c'était économique, parce que c'était un bâtiment polyvalent, on pourrait dire. Et en fait, toutes les piscines patinoires n'ont jamais marché, parce que l'ambiance ne peut pas être la même. Et j'avais fait donc une enquête dans la ville. Je n'ai pas gagné le concours cette fois-ci. J'avais fait une enquête dans la ville pour pouvoir répondre en disant qu'en fin de compte, comme Noël l'a dit tout à l'heure, si vous posez une question, voulez-vous une patinoire? Tout le monde va dire oui. Voulez-vous une piscine? Tout le monde va dire oui. Mais après, si vous dites, mais est-ce que vous nagez? Alors, je nageais, certains diront. Ou, bah non, je me mets plus tout nu, par exemple. Ou la personne avec qui je vis n'aime pas quand je reviens et que je sens le chlore comme si j'étais une serpillière, par exemple. Voilà, et que dès que je transpire après avoir pris un bain dans la piscine, on a l'impression que là, je fais le ménage, quoi. Alors, j'étais allé jusqu'au bout et c'était très souvent pour draguer. Et je me suis dit, mais en fin de compte, moi, quand j'étais enfant, j'avais horreur de me déshabiller, je me trouvais moche, mais jamais draguer. Et donc, moi, j'allais à une piscine où il y avait un bar. Et donc, en fin de compte, on foutait rien d'autre que d'être au bar et de regarder les gens à poil, quoi. En fin de compte, c'était un moyen de regarder les autres, quoi. Et je me suis dit, mais vous draguez vraiment? Non, mais c'est pas désagréable de voir la voisine en maillot de bain, par exemple. On la voit de loin comme ça, mais de la voir en maillot de bain, ça va. Et je me suis dit, on ne travaille jamais sur le plaisir ou sur l'intime. Et donc, pourquoi moi, j'allais dans une piscine pour voir les autres en maillot de bain? Je n'étais pas pervers. Je n'étais pas pour... je trouvais ça agréable qu'il y ait des gens qui nagent bien, chose que je ne faisais pas, qui aient des beaux corps, que d'autres n'ont pas, et ainsi de suite. Et donc, quand Noël m'a rencontré, j'avais deux choses sur lesquelles je voulais être espiègle. Je voulais travailler sur la vieillesse. Et donc, ça fait longtemps que je trouvais qu'il n'y avait pas d'équipement pour la vieillesse. Voilà, il n'y a pas d'équipement. Le seul équipement pour la vieillesse, c'est l'EHPAD. Donc, c'est quand même invraisemblable. Et il n'y a pas, quoi. Éventuellement, il y a le club de bridge, le métal repoussé, ou je sais pas quoi, mais il y en a quand même, on dit toujours vieillard lubrique. Donc, il y en a quand même qui, en étant âgés, ont quand même envie d'avoir des rapports, quoi. Alors, je me dis, je vais travailler sur la vieillesse, et je vais travailler, mais c'est pas pour mettre un piège, mais j'aime pas l'idéologie. Voilà, il y a des choses que j'aime pas dans l'idéologie, parce que l'idéologie, en fait, compte, on se met derrière, et puis après, comme la réglementation, on s'appuie toujours derrière, et puis des fois, on se trompe, quoi. Et dans l'écologie, il y a quelque chose que j'aime pas trop, c'est que très souvent, la beauté est oubliée. C'est l'utile qui d'abord est là, l'environnement au sens des objets techniques, mais la beauté est oubliée. C'est pas toujours très beau, les solutions écologiques. Et ensuite, c'est pas toujours très cohérent. Vous voyez, on peut être écolo, puis on a quand même une voiture 4x4 par exemple, où on peut être écolo et on continue d'arroser les ronds-points. Mais on dit, bon, on ne peut pas ne pas arroser les ronds-points parce qu'on a une partie de la population, si on n'arrosait pas les ronds-points, on serait pas réélu. Et donc, avant de rencontrer Noël, j'ai lu le règlement des piscines. Je me suis très vite acheté un livre, j'avais jamais fait de piscine, gros livre. J'ai commencé à le feuilleter, et comme toujours, quand vous feuilletez, oui, j'ai dû tomber sur
la page qu'il fallait. La page disait, pour avoir une piscine en bonne hygiène, donc normalement est bien pour le corps, bien pour le nageur, il faut donc renouveler l'eau, parce que comme on met du chlore dans l'eau pour éviter la contamination à d'autres, mais on surchlore l'eau, parce on a déjà de l'eau chlorée qu'on peut boire, mais là on la surchlore, et quand on chauffe l'eau qui est surchlorée, on produit une chloramine, qui est une sorte de petit cristal, des petits cristaux, qui sont en fait compte décapants, qui est un peu comme des petites étoiles de neige, qui fait que quand on nage dans une eau surchlorée, on a une irritation de la peau. Et il faut donc, comme on ne peut pas filtrer sans cesse cette eau et retenir les chloramines, on jette l'eau. Et donc, pour être conforme aux règles d'hygiène, il faut jeter par jour et par baigneur 80 litres d'eau, entre 60 et 80 litres d'eau. Donc, il n'y a pas plus anti-écologique qu'une piscine. Donc, j'ai commencé à lui poser la question comme ça. Je disais à Noël, on va faire une piscine pour vieillards et sans eau. Voilà, c'est un peu ça, comme ça. Alors, c'est sûr que ça provoque, parce que quand on vient vous voir pour faire une piscine, et vous dites, on va pas mettre d'eau, et en fin de compte, ce qui nous intéresse, c'est peut-être l'histoire, ceux qui se sont baignés en 32 et qui aujourd'hui ont 85 ans, on va retrouver ceux qui ont 85 ans, et on va dire, tiens, si on faisait un équipement pour vieillards. Et donc, c'est là où j'ai commencé à travailler avec quelqu'un qui fait du cirque, et l'équilibre et autres. Et on s'aperçoit, si vous voulez, que ce qu'on fait sur un fil, ou ce qu'on fait dans une maison de retraite où on vous donne des balles en caoutchouc pour voilà, que vous gardiez vos réflexes, on vous met un peu en équilibre, on vous fait marcher pour vous garder votre stabilité et tout. Je me dis, mais on va faire une piscine sans eau, dans laquelle on va mettre que des arthritiques, des Alzheimer, et qui viendront avec leurs enfants. Et donc, pour la première fois, il y aura peut-être des enfants qui joueront avec leurs grands-parents Alzheimer, ou des enfants anormaux qui joueront avec leurs grands-parents qui s'occupent d'eux, parce que ça existe quand même. Les grands-parents qui s'occupent, on ne met pas tous dans des maisons. Alors, je suis parti sur cette idée. Et c'est assez drôle, vous voyez, cette idée, elle paraît irrespectueuse, et en fin de compte, elle est respectueuse. Et Noël a tout de suite dit oui. C'est là le courage. C'est que d'un seul coup, c'est pas, j'étais pour faire un musée, et puis en fin de compte, on va la garder pour faire plaisir. Et bien, en fin de compte, c'est ça qu'on va faire. Et donc, comment faire ça pour qu'on n'ait pas une réunion publique en disant, ça y est, il recommence, il marie les homosexuels, et puis maintenant, il va faire des piscines sans eau, quoi. Voilà. Donc, comment on fait pour qu'un maire puisse rentrer dans une conversation populaire, et pas dans un débat idéologique? Comment on rentre pour que des gens aient envie de parler de ça? Alors, il faut un tiers. On ne peut pas en parler. Parce que s'il en parle, lui, c'est tout le temps dans le rapport frontal. Donc, il faut un tiers. Et là, moi, je suis devenu un tiers complice. C'est-à-dire que je suis devenu, en fin de compte, son double politique, mais comme un bouffon peut l'être, parce qu'il y avait des bouffons. On ne peut pas tout dire au roi, et le roi ne pouvait pas tout dire. Et non, mais c'est pas, vous voyez, le bouffon pour faire rire, c'est est-ce qu'on peut poser la question autrement? Est-ce qu'on peut retourner la question? Et donc, c'est ça qui a fait que le jour de l'inauguration, tout le monde était concerné. Il y avait la femme qui avait appris à nager, qui est revenue et qui nageait encore. Et il y avait celui qui avait appris à nager et qui avait des béquilles et qui ne pouvait pas nager. Mais il y avait l'handicapé qui, en fin de compte, ne voulait pas avoir un bassin ouvert qu'aux heures pour handicapés. Vous vous rendez compte? On ne se baigne pas avec des gens handicapés. Mais dans quel pays on est? Il y a des heures de fermeture et les handicapés, hop, on monte et ils nagent à la piscine. Et puis, comme moi j'ai toujours un doute sur justement ce que Noël a dit, alors on fait un beau jardin, on plante un arbre, bonne conscience et tout. Moi j'avais dit, je ne veux plus voir des jardins qui servent à rien. Des fleurs pour des fleurs, des gazons pour des gazons, et arroser des gazons pour après les tondre et jeter l'herbe. Moi je pense qu'on est tapé. Voilà, c'est tout. On est complètement tapé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit au monde, à part l'Europe peut-être, je ne sais pas, dans un pays développé, vous vous rendez compte, où on prend de l'eau pour faire lever une semence qui fait un tapis vert, qui pousse, qu'on coupe et qu'on jette. Alors, il y a un Africain, je me dis, il n'y a pas de moutons pour faire ce travail. Ben non, il n'y a pas de moutons. Parce que sur les bords, il me dit, les bords d'autoroute sont verts. Les bords d'autoroute sont verts. Juste pour faire vert? Oui, juste pour faire vert. Et donc, on jette tout? Oui, on jette tout. Alors, j'avais dit à Noël, on va faire un jardin au travail. Comme j'aime pas trop les sportifs,
Il a dit, au lieu de faire 5 couloirs, on va faire 4 couloirs, et un couloir sera au travail. C'est ce que Noël a montré. Le couloir au travail, il est dehors. Et il est dehors à la place du jardin. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dehors à se pavaner et à bronzer, ce qui est très mauvais, et ben on sera dehors assis sur une chaise pas très confortable, et on verra un couloir dans lequel il n'y a pas de nageur, mais on verra de l'eau passer avec des plantes, et on dira, tiens, c'est grâce aux plantes que l'eau, éventuellement, on peut la remettre dans la piscine. Si on ne veut pas la remettre dans la piscine, on la mettra dans les toilettes. Et si on ne veut pas les mettre dans les toilettes, on la jettera comme tout le monde la jette. Mais laissez-nous au moins cette expérimentation-là. On va faire un essai. Alors vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai vécu. Le premier, qui est complètement ridicule, c'est l'inspectrice de l'hygiène et de la santé qui m'a dit « Et si les enfants boivent l'eau des toilettes ?» Alors, je lui ai dit, bah écoutez, si les enfants boivent l'eau des toilettes, ils peuvent boire l'eau de toutes les toilettes. Donc, ils peuvent boire même quand il a chié. Donc, il chie, il pisse et il boit. On ne voit pas pourquoi, d'un seul coup, il tire la chasse d'eau et que l'eau est propre, il se jette dans la cuvette pour boire. Alors, il m'a dit, mais si, ça peut arriver et tout. Alors, je dis, bah, je vais mettre la tête dans les toilettes, vous allez voir, c'est assez dur d'aller jusqu'au fond. Parce que c'est étroit et à la fin, vous ne touchez pas le fond, quoi. Alors, il me dit, oui, mais il peut mettre avec sa main. Mais attendez, avec sa main, alors, à ce moment-là... la femme de ménage est passée, ou l'homme de ménage est passé, il a mis de l'eau de javel, je sais pas quoi, et donc tout de suite le monde il attend, tac, il va boire l'eau de javel. Quoi. Et on est quand même dans un autre monde. Alors on a commencé à dire, et si on prenait l'eau quand même à ces degrés d'hiver, on pourrait le faire. Et c'est à ce moment-là que moi j'ai dit à Noël, il y a eu quand même une très grande loi au moment du Front populaire, par un grand ministre de l'Éducation nationale qui s'appelait Jean Zay, qui avait dit, sur tous les crédits de construction, on prélèvera 1% pour la création artistique, pour que l'art rentre à l'école. Bon, il a été massacré, il y a eu la guerre, après on a attribué ça à Malraux, mais c'est pas du tout Malraux, plus personne ne s'en est servi. Donc moi j'avais dit, on pourrait faire un 1% artistique, je l'ai fait au lieu unique à Nantes, on pourrait faire un 1% social, j'ai fait la commission publique, j'avais fait 2%. Et quand Noël est venu à la condition publique, puis voilà, j'ai compris qu'avec lui je pouvais, je lui ai dit, et Abel, il y en aura 3%. Il y aura un 1% artistique, il y aura un 1% social, et il y aura un 1% scientifique. Pourquoi ce 1% scientifique? Vous vous rendez compte, c'était très peu, mais c'était l'équivalent en subvention, ce que le laboratoire de biologie de l'Université de Bordeaux recevait, des laboratoires Fabre. Le mec qui fait des produits qui ne servent à rien. Hein, vous êtes d'accord? Il y a marqué, bon, voilà, c'est pas grave, vous pouvez vous tartiner avec, vous allez rester jeune et tout. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que l'université aide les laboratoires avant que la merde. Donc j'avais dit, par un élu qui était biologiste, on doit trouver un enseignant qui accepterait de recevoir de l'argent public pour faire une recherche sur un objet public d'intérêt public. Ça n'arrive pas. Alors on a eu une étudiante qui a dit, ben moi je fais mon un prof qui a dit, ben moi je suis d'accord, je conduis le travail d'une étudiante sur ça. Et le fait que cette étudiante vienne pendant le chantier, doctorante, pour connaître les plantes qui peuvent éventuellement nettoyer le chlore. Mais où on va prendre l'eau chlorée puisque la piscine est fermée? Où? Ah, il faut prendre de la vraie pour faire une expérience. Vous ne pouvez pas dire, bon, je prends de l'eau, puis je mets un peu d'eau de javel, et puis je fais une simulation. On a dit, on va prendre de l'eau dans la piscine de Bordeaux. Comme Bordeaux a toujours été une ville bourgeoise, et que Bègle a été une ville ouvrière, que la piscine de Bègle était plutôt un bain-douche qu'une piscine, alors qu'à Bordeaux, les mecs ont des mécaniques au bord du bassin, la camionnette de Bègle, mairie de Bègle, allait à la piscine de Bordeaux avec des bassines pour prendre l'eau qui sortait. Ça a quand même posé des questions. Les gens qui disent, mais attends, vous faites quoi là? Nous, on étudie comment dépolluer là-bas. On est compte que même la personne qui a eu la concession, qui était un concessionnaire de l'eau, quand il a commencé à entendre ça, il dit, attendez, moi votre truc, ça m'intéresse. Parce qu'en France, c'est interdit la dépollution par les plantes. Alors on a expérimenté comment dépolluer par les plantes. Alors là, vous pouvez pas savoir, il y a eu le scientifique qui a dit, mais non, c'est le saule planté à 8 h du matin, après
que la lune se soit couchée, l'autre pas du tout, ce sont des vieux cailloux poreux, et l'autre qui a dit mais non, ce sont des bois de chêne, troncs fendus, que vous jetez dans l'eau. Alors on a commencé à faire, puis il y avait des tas de gens dans la rue qui disaient mais qu'est-ce que vous faites? On me trompait dans les bassines, des machins et tout. Alors, les gens disaient mais attends, mais vous faites quoi? Nous on essaie de déposer les plantes. Et un jour, il y a une femme qui dit quand même, vous êtes allé voir, vous, à la sortie de la station d'épuration de la ville de Bordeaux, là, sur la Garonne, vous êtes allé voir? Parce que ça serait ça quand même. Quelles sont les plantes qui poussent dans l'eau de merde? Elle dit oui, tiens, c'est pas con. Alors on est tous allés à bord de la Garonne. Bien sûr, il y a un endroit où on jette tout, il y a le pont, la voie rapide, machin et tout. Il y a tout, il y a machin. Elle dit, voyez ça, monsieur, ça s'appelle la misère. Et moi, cette plante, je l'ai chez moi. C'est une plante qui pousse dans n'importe quoi avec pas d'eau. Mais c'est assez drôle. Pour moi, intuitivement, cette plante, elle doit faire quelque chose parce qu'elle pousse là. Elle a 3 mètres de haut et elle a l'air de se nourrir de la merde qu'on rejette. Et donc, on a commencé à expérimenter la misère. Et donc, on a mis tout. On a fait le bassin avec 3 paliers, un palier de pierre, dans l'ordre, je crois que c'est un palier de plantes, un palier de bois et un palier de pierre. On a écouté tout le monde, même si, vous voyez, tout. Et après, donc, elle a fait ses tests. Alors, il y avait tout le monde qui disait, ah oui, vous avez fait le test, un jour, il faisait chaud. Ah oui, d'accord. Voilà, et un jour, il fait chaud, un jour, il fait froid. Donc, on fait les tests. Ah oui, d'accord. Mais alors, qu'est-ce qui nous dit que l'eau sera bonne? On va mettre un truc qui va calculer. On va faire l'eau qui sort. Et elle est mauvaise. Hop, à la poubelle. Elle est moyennement bonne. Aux chiottes. Elle est très bonne à la piscine. Et vous voyez, même si c'est une goutte d'eau, on pourrait dire, c'est en fait compte une démarche qui réunit sur un sujet politique, scientifique, écologique, populaire, et en fait compte, tout le monde était concerné. Personne ne savait pourquoi on n'en avait pas parlé avant. Et moi, je faisais exprès des réunions publiques. Et Noël me disait, bon, vas-y doucement quand même. Je faisais des réunions publiques comme quoi il n'y avait pas pire que d'aller dans une piscine. Et vous commencez un débat comme ça, vous dites, vous avez déjà nagé, derrière quelqu'un voilà, qui écarte les cuisses, qui leur ferme, qui écarte les cuisses, vous êtes derrière, vous nagez, vous êtes d'accord qu'il rejette des choses, ça passe quand même par son slip, et ce machin, quand même. Donc, est-ce que vous avez envie de nager derrière? Alors, je racontais des trucs comme ça. Non, bon, on n'y a pas pensé, on reste de la distance. Oui, d'accord. Ouais. Vous avez déjà eu un orgelet à la piscine? Oui. Vous savez pourquoi? Non. Parce que voilà, la chloramine, elle vous a retiré la kératine, et la kératine, elle vous protégeait le bord de l'œil. Ah bon, on ne savait pas. Puis commencer comme ça, et d'un seul coup, il y a la peau morte, y compris la crème du laboratoire Fabre revient. Parce que quand même, ce connard de Fabre là, il vous enduisait de gras, là, et puis vous rentrez à la piscine, et puis vous nagez, et comme il y a du chlore, en fin de compte, tout le gras de Fabre, vous laissez dans la piscine. Et vous avez déjà vu un filtre de piscine? Vous êtes déjà allé voir un filtre de piscine? Non. On va vous montrer ce que c'est que ce qu'on ramasse dans les filtres en sable de piscine. C'est genre du saindoux. On ramasse des morceaux gris comme ça, là. Quand vous savez que tout ça c'est dans la piscine, peut-être qu'on n'a peut-être pas envie d'y aller. Alors, moi j'ai un peu cassé l'idée de la piscine idéale. J'ai rétabli ce que Noël voulait, que la piscine ancienne, elle pouvait être dans son déjà là très efficace, et qu'elle n'avait pas la bonne distance, elle fuyait, mais faire des vagues en bois sur lesquelles en effet les gens pédalent, et au lieu de pédaler pour rien, et quand ils pédalent, ils ventilent la salle, parce que vous voyez, il y a une hélice en haut, et donc ça c'est marrant, c'est les gens qui ventilent leur propre sueur. D'habitude, les mecs ils rament, ils sentent mauvais, hop, on ventile, et hop, on rejette, et on est écolo. Alors du coup, on est passé du vieux qui peut venir là, qui a été là, qui peut revenir là, à un couloir de natation, comme vous voyez là, qui est dehors, mais qui sert, et une piscine. En fin de compte, on n'a vraiment jamais parlé de la piscine. Vous voyez, c'est ça qui est bien. C'est quand même, on a parlé d'un sujet qu'un élu rencontre. Il a un patrimoine qui vieillit, il a une population qui a des avis contradictoires, il a un budget qui n'est pas illimité, il a un mandat dans lequel il va réaliser les choses, on ne peut pas reposer comme ça. Et en fait, on est rentré dans la vie municipale. C'est ça qui est... Et on pourrait dire que construire sa ville, voire même donner un permis de construire, vous vous rendez compte comme c'est beau? C'est la collectivité élue qui donne un permis de construire. Elle donne à quelqu'un l'autorisation de construire. Elle contrôle
ce qu'un privé va faire. Elle donne Moi, j'ai fait dans une autre ville des analyses et des délibérations de permis de construire publics. C'est-à-dire que quand c'est ouvert, on déploie les plans et on débat, et l'architecte défend, et le pompier attaque, et l'association handicapée se défend, et tout. Et à un moment donné, il faut bien qu'à un moment donné, on se mette d'accord. Si c'est pour construire une école, il va bien falloir quand même qu'on se mette d'accord. Mais c'est mieux de se mettre d'accord en ayant compris qu'il fallait faire des concessions, qu'il fallait interpréter la réglementation, et qu'il fallait, en commun, construire un équipement public. Vous voyez, Noël a commencé par ça, mais le premier soin, c'est celui-là. C'est comment on peut redonner du commun, mais du commun, non pas un tiers-lieu commun, tout, non, un commun réglementaire, un commun politique, un commun social, un commun économique, un commun. Voilà, c'est tout. Et après même, vous parlez du prix. Noël, quand il dit il fallait une buvette, c'est pas une buvette pour une buvette, c'est pas n'importe quelle buvette. Réparer les pavés de verre, c'est pas n'importe quel pavé de verre, c'est un Vietnamien qui a un four, et donc lui aussi il a eu une commande. Parce qu'à un moment donné, Noël me dit, mais tu vas pas t'arrêter. Chaque fois que je rencontre un article, tiens, tu fais le mur, tiens, tu peux déposer ça, ça. Oui, c'est presque ça, quoi. Tu rencontres un peintre dans la rue, est-ce que tu voudrais pas répondre à l'appel d'offres pour peindre? Il faut que l'argent public serve non seulement à construire un objet public, mais il faut que pendant qu'on fait l'argent public, on le montre, et pendant qu'on le fait, on montre que c'est du travail. On est compte que le seul moment où on parle d'argent et travail, c'est pour les chantiers navals. C'est le seul moment de dire, les chantiers navals de Saint-Nazaire ont eu la commande, on ne dit pas quoi, d'un objet horrible, un objet pour transporter des touristes qui ne regardent même pas, qui vomissent par-dessus bord, là. Donc ça n'a aucun intérêt. On dit, il va donner X milliers d'heures de travail. Jamais on dit, la ville a pris la décision de faire une bibliothèque pour un montant de, et ça va donner à des entreprises privées, grâce à la puissance publique, X heures de travail. Jamais. Même pas un journaliste. Qu'un journaliste dit, tiens, formidable. On est dans un monde disloqué. Comme le dit Renaud Bonneau-Latour, tout est là, mais il faut le recomposer. Mais vous ne pouvez pas le recomposer sans objet. Le mieux, c'est d'avoir un objet. Et l'objet peut être tout petit. Ça peut être un passage clouté, un éclairage public, une piscine, voire une infrastructure. Peu importe, mais il faut un objet, un sujet et un acte. Et donc, si vous faites ça, vous pouvez faire énormément de choses. Vous réintégrez l'envie de faire de la politique, parce qu'en même temps, c'est jouissif. Moi, j'ai assisté à des conseils municipaux, et les appels d'offres. Noël avait un élu qui était un peu inquiet. Il dit, attends, mais là, il t'embarque où? Tu te laisses mener par le machin et tout. On dit, puisqu'il n'est pas... il va assister à toutes les réunions. Il va voir que, quand même, on défend la chose publique. Quoi. Et donc, moi, je crois que c'est ça, la prise de risque. C'est rétablir la confiance. On ne peut pas avoir une défiance sur tout le monde. Il y a des cons, il y a des voleurs et tout. Mais même même quand vous serrez tout avec de la réglementation, d'ailleurs, ça marche très bien pour les voleurs, en général. Et donc, il faut rétablir la confiance. Il faut rétablir la délégation. Et je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas confiance dans la personne qui m'a élu. Vous vous rendez compte? Moi, je l'ai élu. Et je veux rester électeur. Et je veux rester un acteur électeur. Donc, il faut rétablir cette confiance. La délégation. Et prendre des risques. Parce que toute expérimentation est un risque. Vous ne pouvez pas savoir que ça va réussir. Alors, on nous dit, oui, mais on n'a pas les moyens. Alors, quand c'est comme ça, on dit, on va prendre tout ce que vous avez fait en ayant tout respecté, et on va voir si en effet vous ne démolissez pas des infrastructures routières que vous pensiez très efficaces, des parkings, démolir des tours, démolir du logement social au prétexte que c'est pas bon et tout. En fin de compte, vous aussi vous faites plein de conneries, bien plus que nous, bien plus que nous. Si on fait le bilan du désastre du logement social, dès le début on a dit c'est pas une aide à la pierre qu'il faut donner, c'est une aide à la personne. On n'était pas beaucoup, hein. On a donné une aide à la pierre, ça a servi aux constructeurs. Aujourd'hui, maintenant, on dit aux constructeurs, démolissez-le pour en faire un autre. Alors, ça aurait pu dire, on s'est trompé la première fois. En plus, moi, j'avais discuté avec celui qui l'a fait, avec Bloch Lenné. Il m'a dit, on s'est trompé. Je dis, alors, la deuxième fois, au lieu de démolir, la deuxième fois, tu dis, maintenant, c'est une aide à la personne. Les gens, on va leur donner de l'argent pour qu'ils transforment leur logement. On a donné la base, et maintenant, c'est eux qui vont le transformer. Donc, on va créer des petites structures de production, mais on va donc enfin faire de la ville humaine. Eh bien non.
tout l'ANRU, c'est vous n'aurez vos subventions que si vous démolissez. C'est ce qui m'est arrivé à Bègle. On a fait une opération de renouvellement urbain dans un quartier qui était complètement séparé de la ville, par un boulevard, par un tissu d'une barrière d'échoppe et par un mur de béton. Et quand les tours étaient pas de... On appelle ça des tours à Bègle, mais ici, quand mes copains parisiens venaient, ils me disent t'appelles ça une tour, ça veut dire 12 étages. Enfin, ça n'a rien à voir avec les tours que l'on peut trouver dans la banlieue parisienne. Mais je me suis un peu frotté avec un jeune architecte que connaît bien Patrick, qui s'appelle Christophe Hutin, avec lequel par ailleurs j'ai fait par la suite un programme un peu original, inspiré d'un architecte allemand qui s'appelle Otto Frey. Mais lui, il m'avait dit, ces tours, il ne faut pas les détruire, elles sont de bonne construction, et donc on peut faire quelque chose avec l'existant. Et je lui ai répondu que je ne pouvais pas, parce que l'ANRU, l'Agence nationale de renouvellement urbain, ne finançait l'opération de renouvellement urbain que si on détruisait les tours. Et donc je pense, avec le recul, que c'est lui qui avait raison. Bon, on a fait passer le tram, on a ouvert le quartier, mais Patrick a raison. Et la seconde chose sur laquelle je pense qu'il faut insister, c'est la question de la confiance. Mais c'est pas simplement... C'est le rétablissement de la confiance, évidemment, avec les citoyens. Si on le fait dans un esprit collaboratif et si on les associe autrement que par des réunions publiques où on retrouve toujours les mêmes, et donc c'est une illusion de collaboration. Donc il y a des choses à inventer sur le processus à mettre en œuvre quand on veut quand on est face à un objet qu'il faut traiter. Mais c'est aussi la confiance entre l'élu et l'homme de l'art et l'architecte. S'il n'y a pas cette confiance minimum, ça ne peut pas fonctionner. Donc qui dit confiance dit savoir partager les risques. Et effectivement, je pense que de ce point de vue, on n'a pas trop mal réussi. Enfin, on a plutôt réussi notre affaire d'ailleurs. Quand je regarde avec le recul ce que j'ai été maire pendant 28 ans, ce qui sans doute a été le plus... à quoi les Béglés ont le plus adhéré, c'est la piscine. Vraiment, ils ont l'impression que c'est leur chose, quoi. C'est en même temps... et je pense qu'il faut... Je tiens à souligner ici que souvent, on juge les maires par les constructions qu'ils font. Un maire, on est souvent... non pas ébahi, parce que bien souvent, il fait des conneries, mais... on juge les maires par leur capacité d'urbaniste. Ils ont construit, ils ont fait des trucs. Ah, et ce maire, il a bien construit. Moi, je pense que la noblesse de la politique, ça ne réside pas là-dedans. Et même ma plus grande fierté de maire, c'est d'avoir permis à des gens qui avaient perdu l'estime d'eux-mêmes de retrouver l'estime de soi. Parce que quand on perd l'estime de soi, on a la haine de soi, et quand on a la haine de soi, on a la haine des autres. Et donc, c'est agir sur ce qui ne se voit pas. Comment on prend soin des autres. Et puis si je reviens au thème original, et prendre soin des autres, c'est aider les gens, les citoyens à prendre soin d'eux-mêmes. Et donc ils peuvent dans bien des situations, ils ne parviennent pas à le faire eux-mêmes, parce que leur dégradation psychique et morale est telle ou économique qu'ils n'ont plus la force. Donc c'est leur redonner de la force pour se réinscrire dans notre destin commun. C'est beaucoup plus important que de faire une opération de renouvellement urbain, même si ça compte, même si c'est très important. Mais je pense qu'on en fait des citoyens debout après, des gens responsables, des gens qui comme je le disais souvent, qui se mêlent de ce qui les regarde. Et ce qui les regarde, c'est leur vie quotidienne, c'est effectivement leur trottoir, leur maison, mais pas simplement ça. Leur sociabilité, apprendre à vivre ensemble, voilà, apprendre à l'intérêt du maire. J'ai été député pendant 20 ans, mais l'intérêt de la fonction de maire, je le dis souvent, c'est qu'on est à distance de baffes. Donc on se prend des baffes. Et quand on est à distance de baffes, on est obligé de tenir compte de celui ou de celle qui est en face de nous. Et quelquefois ça se passe mal, parce qu'il y a des gens qui sont tellement mal dans leur peau que c'est impossible de discuter avec eux. Donc c'est là où on se dit que, effectivement, dans certains secteurs, on manque de psychiatres et qu'il y a des gens
des enfants, des gamins qu'on voit changer, qu'on va se perdre et qui pourraient être rattrapés, si je puis dire, s'il y avait un suivi psychiatrique. Ça, c'est une question qui est sans doute abordée dans cette chaire. Mais c'est vrai que quand on est au plus près de ces gens, je ne pas cette expression de ces gens parce que ça ne veut rien dire, c'est très méprisant. Quand on est au plus près des citoyens, de ceux qu'on est chargé d'administrer, on comprend mieux leur souffrance, leur vulnérabilité, et on n'agit plus de manière univoque, quoi. C'est ça c'est un aller-retour permanent. Et pour rebondir sur ce que vous avez dit, vous montrez quand même que cette démarche, c'est plus un laboratoire sociétal qu'un projet architectural finalement. Et donc, vous parlez de la participation citoyenne, mais en réalité, comment elle s'est traduite, cette participation? Je vais peut-être poser cette question à vous, Patrick Bouchain, sur comment vous avez appliqué le droit à la ville, même qui a été défini par Henri Lefebvre en 1968, et comment en fait vous avez créé cette fédération avec donc, les citadins, les citoyens, et cet engouement pour cette piscine. Alors, pour compléter ce que dit Noël, d'abord, on est tous en mauvais état, hein. Les élus le sont, les techniciens le sont, et puis les habitants le sont. Voilà, mais il n'y a pas les habitants et les autres. Et donc déjà, rétablir le fait que rien ne peut se faire sans l'administration, ou que rien ne peut se faire sans la loi. Parce que ne faut pas dire que voilà, la loi fait chier, le règlement fait chier, les bureaucrates font chier, les politiques font chier, voilà, tout ça, ça débouche sur rien, quoi. Alors c'est comment tout ça se remet ensemble. Et pour revenir quand même sur ce que Lefebvre a dit très tôt, il n'y a pas de forme préétablie. Et en fin de compte, il n'y a pas d'esthétique préétablie. Sinon, c'est de la modélisation. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous produisez un modèle, et ce modèle, vous le répétez, vous le répétez, vous le répétez, ça devient une mode, et ainsi de suite, mais ça n'est pas l'expression d'une société. Quand vous faites une fouille archéologique, des fois, vous savez comment une société a vécu en retrouvant une petite cuillère, en retrouvant un puisard, une latrine, éventuellement un pieu d'une fondation. Vous arrivez par un détail à remonter au système social. Et donc nous, on n'a pas ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qui permettrait que on n'ait pas de forme a priori? On se lance dans l'opération, par nécessité, on est obligé de faire, par respect, on est obligé d'associer les autres, et on accepte qu'il n'y ait pas de dessin préalable. Et c'est très compliqué, parce que voilà, les concours d'architecture, tout ça, c'est l'image. L'image, et en fin de compte, l'architecture n'est qu'une exécution d'une image. L'architecture n'est pas la représentation d'un système social. Et donc, il n'y a pas de ville s'il n'y a pas une activité sociale. Et la forme, elle est sociale. C'est pas un truc de socio-cul que je suis en train de dire. Il n'y a pas de forme en dehors des hommes. Et donc, il peut y avoir des formes savantes, des formes populaires, mais il n'y a pas une forme savante qu'on impose à tout. On croit que l'architecture, c'est savoir faire des bâtiments savants. Mais il y a en fin de compte, l'architecture, elle est faite de construction d'une très grande modestie, d'une réparation, d'une trace faite par son habitant, et ainsi de suite. Donc, il faut réintroduire cet invisible, cet infime, qui donne à chacun l'envie, peut-être, de se lancer pour voir qu'est-ce qui va apparaître. C'est beau, quoi. On attend un enfant, on ne sait pas comment il va être, quoi. Voilà. On ne sait pas. On tombe amoureux de quelqu'un une heure avant, on ne savait pas. On a un modèle, et d'un seul coup, c'est une autre personne qu'on aime. Et on dit, bah non, je crois que t'aimais les blonds. Non, pas du tout. Voilà. Parce qu'il est formidable. Voilà, je sais pas quoi. Et bah, c'est parce que j'ai rencontré dans telle situation. Donc, cet imprévu fait partie de notre vie. Et là, on n'est que dans un monde où on nous fait croire que tout est programmé. Et tout ce qui est programmé arrive rarement. Parce que pendant qu'on fait, le temps change. Le temps qu'on met à se mettre d'accord et le temps qu'on met pour passer à l'acte, la société a changé et ce qu'on produit n'est déjà plus adapté. Donc il faut être dans un mouvement, on va dire permanent, ce qui est le cas de la vie. On vieillit dans un mouvement permanent, on vit socialement dans un mouvement permanent. On doit produire l'architecture de sa ville dans un mouvement permanent. Et quand tu fais un truc comme ça, on amène des personnes qui n'ont jamais pensé qu'ils pourraient être producteurs de formes.
Et c'est pas un truc populiste en disant, ben voilà, je donne à tout le monde d'être un artiste et tout. C'est faux. Il y a à un moment donné, dans un travail manuel, une forme qui arrive par une main particulière, une situation psychologique particulière. Moi, je pense, admettons, toute l'architecture ne tient pas compte de l'immigration. Voilà. Et nous, on voyage pour aller voir les architectures dans leur pays d'origine. On est vraiment tarés. C'est-à-dire qu'on prend un avion, on prend un avion et on a un appareil photo, et on va dans un pays, on prend en photo des maisons en terre. Ah, c'est formidable. Hein. On revient en France, et puis on monte un laboratoire de terre qu'avec des architectes. Oui. Parce que quand vous commencez à dire comme ça, j'en dis ça va durer plus longtemps. Mais attendez, depuis quand les choses sont faites pendant un temps donné, puis après on passe à autre chose. L'urbanisme est une permanence, voilà, je sais pas quoi, l'école, tout ça, même si on vieillit, on quitte l'école, il y a des structures permanentes et tout. Donc il faut s'inscrire dans le temps long et y rentrer par moment, l'abandonner, le laisser à d'autres. C'est ça la transmission. C'est pas de dire j'ai bien fait, je le donne à quelqu'un qui va l'exécuter comme moi. Et donc il faut réintroduire ce mouvement de curiosité, de désir, de sensibilité et éventuellement ce risque. Il n'y a rien de plus excitant que le risque. Et c'est d'ailleurs, qu'est-ce que fait un enfant quand il commence? On lui dit, mets pas ta main là parce que ça brûle. Il attend qu'on ait le dos tourné, il le met, il brûle, il pleure. S'il est marrant, il ne dit rien. Il est là, il se tord de douleur. Mais sinon, il dit, écoute, excuse-moi, je me suis brûlé. On apprend par expérimentation. Voilà, on n'apprend pas par d'autres façons. Et donc, pourquoi moi je tenais à cette première conférence avec Noël? Parce que ça paraît comme ça, facile, il est sympa, je suis sympa, on se rend compte, tout ça. Mais après, il faut tenir la ligne. Hein, parce que tous les jours, il y a un petit sujet nouveau qui arrive. Il y a un journaliste, il y a un voisin, il y a un machin, il y a un règlement. Et donc, il faut être très alerte. C'est ça qui est magnifique. Il faut être très alerte. Il faut être ouvert à la critique, et non pas de dire on ferme tout, on dit rien. Donc, c'est pour ça que je tenais à faire cette première, parce que c'est comme si en politique, ça n'existait plus. Voilà. Alors, on pourrait dire, ça existe, il l'a dit d'ailleurs, j'ai été député et j'ai été maire. Vous voyez, maintenant, on ne peut plus être député-maire. Mais si on est à l'Assemblée nationale, c'est bien pour représenter un territoire, et ce territoire, il faut bien qu'on soit acteur, il faut bien qu'on puisse dire, attendez les gars, là, c'est sympa, mais nous, si on fait les lois, on se trompe complètement, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on est en train de faire. Donc, avoir fait ça, il était député-maire, c'est une personnalité, donc c'était risqué quand même. On aurait pu le tourner en dérision. On aurait pu dire. Donc c'est un courage de confiance. Voilà. Tous les deux, on ne s'est jamais posé la question. Moi, j'ai pris des risques, moins que lui, mais j'ai pris des risques aussi. Non, c'est pas poser la question. Alors, oui, j'apporte une petite nuance à ce que dit Patrick sur la fonction de député. Un député représente sans doute son territoire, mais il est d'abord le représentant de la nation, puisque on dit qu'il est un de ceux qui portent la souveraineté nationale. Donc il construit l'état de droit. Donc il vote des lois qui peuvent être injustes et contre lesquelles on peut désobéir. Puis il vote des lois qui améliorent la condition des gens et qui renforcent leur liberté. On ne peut pas dire qu'en ce moment, les lois qui sont votées vont dans l'enforcement de nos libertés. Mais par exemple, j'avais présenté au nom des écolos, des Verts, une loi, c'était sous la droite, elle a été rejetée, une loi sur l'habitat participatif, qui est un des outils que connaît bien Patrick, qui est développé beaucoup plus que nous en Allemagne et en Suisse par exemple, et qui est là aussi un outil très intéressant puisqu'il permet, mais il est à un niveau assez réduit, il permet à des familles de produire ou de coproduire leur habitat, ce qui est essentiel. Et donc cette disposition, cette loi a été rejetée par la droite, mais quand Cécile Duflot a été ministre du Logement, elle a récupéré, elle a repris cette loi. Du coup, on peut faire maintenant en France de l'habitat participatif autrement que par le biais du SCI. Et donc à Bègle d'ailleurs, avec le soutien de l'organisme de construction de la métropole, sur un terrain qui lui appartenait, on a construit en habitat participatif 12 logements, avec précisément d'ailleurs notamment de l'habitat en terre. Alors je lisais récemment
une interview de ce formidable architecte qui est d'origine burkinabé, qui est allemand, Francis Kéré. C'est très intéressant. Il racontait lui-même que quand il a été appelé à travailler dans son pays, les habitants ne voulaient pas d'habitants en terre parce que ça les ramenait à leurs conditions. Ils disaient, ça l'habitat en terre, c'est pour les pauvres. Donc vous voyez comme il y a des inversions des valeurs, puisque maintenant l'habitat en terre, c'est devenu le must dans les villes. Deuxième chose où je rejoins totalement Patrick, c'est que on emploie des mots comme ça, le développement durable, qui sont des oxymores, ou l'habitat durable. En général, ceux qui prétendent faire de l'habitat durable, c'est un habitat qui est très vite dépassé. Et donc, je suis totalement d'accord avec Patrick sur le fait que ce type d'architecture, ce type de démarche est absolument contraire à ce qu'il faut faire aujourd'hui. Pas simplement d'ailleurs parce que nous avons une nécessité d'adaptation à une situation environnementale et sociale, mais parce que justement faire de la ville, c'est travailler sur un corps vivant qui évolue. Hein. C'est comme quand, vous allez dire que j'ai l'esprit de l'escalier, mais quand je vois des campagnes menées par Stéphane Bern, par exemple, contre les éoliennes, au motif que le paysage est immuable. Il n'y a rien de plus réactionnaire. Le paysage n'est pas immuable. Le paysage de la campagne, avant le machinisme agricole et le remembrement, ne ressemblait absolument pas à celui que nous avons aujourd'hui. Le paysage avant qu'on construise des centrales nucléaires n'était pas celui d'aujourd'hui. Le paysage avant que la bagnole devienne la priorité, c'était pas du tout le même. Hein, on a construit les villes autour des bagnoles. J'ai été longtemps un fidèle d'un penseur qu'on ne connaît pas encore assez bien dans ce pays, qui s'appelle Bernard Charbonneau, qui en 1966 a écrit un livre très intéressant qui s'appelait L'homme auto. Et il expliquait dans ce livre qu'on croit construire des bagnoles. En fait, quand on construit des bagnoles, on construit des sociétés. Et souvenons-nous de Pompidou, ouvrant la voie express, il faut adapter la ville à la voiture. Quand j'avais 10 ans, quand on allait de Libourne à Bordeaux, qui était un événement avec mes parents, je me souviens encore, en 1958, qu'il y avait des trams. Et Chaban, qui était maire de Bordeaux, au nom de la modernité, a supprimé les trams qu'on a fait revenir 50 ans plus tard, parce qu'il fallait libérer, il fallait que la voiture, que la ville s'adapte à la voiture. Et c'est comme ça qu'a été favorisé l'étalement urbain, avec des gens qui aujourd'hui n'ont plus rien de ce que devrait être la ville telle qu'elle est conçue par Patrick Bouchain ou avant lui par Henri Lefebvre. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont relégués. Ce sont les plus modestes, puisqu'ils ne peuvent pas, les loyers sont trop élevés, parce qu'il n'y a pas de mixité sociale, parce qu'ils ne peuvent pas acquérir. Et donc ils vont se retrouver, alors chez moi, ils ont été encore victimes de la double peine, puisque ceux-là, pour la plupart, ils vont habiter en dehors de Bordeaux, puisque la métropole bordelaise est une des métropoles qui accuse le plus grand étalement urbain. Bah, savez-vous, ils sont allés dans le sud de Bordeaux, un peu après Bègle, tout près d'Ostens. Ça vous dit quelque chose, ce nom d'Ostens? Les grands feux de cet été. Bah, ces gens-là, ils habitaient là, dans des conditions très précaires, sans aucun service, sans pas d'école, donc encore plus isolés. Donc déjà, tout le travail qu'on doit faire dans l'urbanisme et dans la conception de la ville, c'est justement de faire en sorte que ces villes, elles soient conçues pour tous, pour l'ensemble de la population. Et j'ai beaucoup aimé cette expression de Patrick, qui est aussi une expression que l'on emploie pour ce qu'on appelle les invisibles. Bon, nous sommes dans des sociétés qui se sont attachées à, d'une certaine manière, invisibiliser la mort, puisqu'on a repoussé d'année, de siècle en siècle, les cimetières. C'est ce qu'explique très bien Ariès dans son bouquin La mort dans la société occidentale, qui est très intéressant. Puis on a repoussé les hôpitaux loin des villes, alors qu'à une époque ils étaient au centre. Et donc on a invisibilisé, repoussé, relégué les malades, les pauvres.
Et on a construit, on a construit des villes qui les ont invisibilisées. Et donc tout le travail qu'on doit faire aujourd'hui avec des urbanistes, des sociologues, des anthropologues, c'est un travail de coopération entre tous ceux qui contribuent à ce génie collectif. C'est justement de rendre visibles les invisibles et de leur permettre d'être intégrés dans la vie de la société. Donc pour ça que ça s'appelle le laboratoire des délaissés, hein, c'est pas pour boucler, mais si vous voulez, quand on a travaillé il y a très longtemps sur le délaissé, c'est pas que le délaissé au sens de la parcelle urbaine, c'est le délaissé de celui qui est d'ailleurs qui ne correspond pas au modèle, parce que le délaissé de la parcelle urbaine, c'est parce que le découpage du territoire, qui était un découpage ancestral et très souvent rural et nécessaire à l'exploitation agricole, a été urbanisé avec des parcelles qui ne correspondaient pas à l'exploitation agricole. Ce qui fait qu'on a donc des restes, on a on pourrait dire, entre 15 et 20% de restes obligatoires dans toute opération d'urbanisme. Parce qu'on exproprie, mettons, des parcelles agricoles, elles ont une forme particulière, on fait dessus une zone d'aménagement concertée ou autre chose, on donne un territoire, on met dessus des éléments de programme, logements, hôpitaux et autres, et on a donc des entre-deux qui sont de trop, et qu'on ne considère pas sur le plan économique comme n'ayant pas de valeur, enfin non, ils ont une fausse valeur, c'est comme une bulle immobilière, mais ils n'ont pourtant aucune valeur pour rendre un service à la collectivité. Ils sont enclavés, pollués, et donc ce délaissé formel que produit donc l'urbanisme de l'époque moderne produit les mêmes délaissés dans le travail, dans la santé, dans tout ce qui nous concerne, quoi. Donc pour la santé, tout à l'heure Noël l'évoquait, mettons, c'est assez drôle parce que ça se déplace. C'est pas l'immigration qui est la moins bien servie par le système de santé français, parce que l'immigration, elle sait aller aux urgences des hôpitaux, mais un adolescent qui fume, boit, se drogue, et éventuellement ne veut pas être fiché, il ne va pas à l'hôpital, et donc il a une santé qui se dégrade et sans contrôle. Et donc c'est peut-être quelqu'un qui aurait les moyens d'aller à l'hôpital, mais il ne considère pas l'hôpital comme étant un équipement correspondant au mal dans lequel il est. Donc, exemple, mettons, la psychiatrie ou la psychanalyse, elle n'est pas là où elle devrait être. Alors, du coup, cet abandon, ou ce délaissé, cet invisible, c'est de là qu'il faut repartir. Parce que moi, souvent, on me dit, mais de toute façon, ce que tu fais, c'est une goutte d'eau, ça ne sert à rien. Moi, j'ai toujours, un médecin, il soigne un homme. Il ne soigne pas d'un seul coup tout le monde au jet d'eau comme ça. Et donc, on pourrait dire que faire c'est expérimenter que c'est possible. Il faut-il encore que quand on les fait, on l'ait montré, ou que d'autres l'aient vu pendant qu'on le faisait, pour changer la nature et le comportement. Vous voyez, ça, c'est un soin. Quelqu'un qui se dit, mais en fait, je n'aurais pas cru que c'était aussi simple que ça, et donc je peux le faire. Ou je vous ai accompagné, et en le faisant, j'ai appris à le faire. Ça, c'est le soin. Et c'est pas, en effet, c'est pas la médecine et tout, mais c'est le soin. Et donc aujourd'hui, on est dans une société qui n'est pas du tout faite pour ça. Et donc, c'est pour ça qu'on tenait avec Cynthia, donc j'en profite pour le dire à la fin, moi je tenais que la prof par 7 soit rattachée à l'université, parce que tout ce qu'on fait, on dit, de toute façon, c'est socio-cul, quoi, voilà, recherche-action, mettez les machins, les palettes, les machins, la bière et tout, c'est bon. Et non, pas du tout. On travaille sur le droit, sur la représentation politique et autres. Il fallait qu'on soit donc rattaché à un système universitaire qui existe, avec déjà là, universitaire français. Et le fait que Cynthia, ayant sa chaire de philosophie au CNAM, qui c'est pas courant, elle l'associe à psychiatrie, en se mettant avec Sainte-Anne, c'est un très grand pas. Parce qu'avant, la santé au CNAM, c'était l'ergonomie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, avant, on apprenait à bien conserver un corps pour bien produire dans l'industrie, bien être assis, vous les employés, ainsi. Là, maintenant, c'est plus abstrait. Quel est le mal vivre que peut avoir d'ailleurs un cadre supérieur comme une personne qui est au chômage ou qui a été licenciée, ou qui rentre après ses études supérieures
dans un monde qui ne l'emploiera jamais. Oui. Vous voyez, donc il y a bien un mal caché, il y a un mal invisible qui se répand, et donc c'est de ça dont on doit parler. Donc moi je tenais voilà, à associer la prof par 7 à l'université, m'associer avec Cynthia pour plein de raisons, et à faire que CNAM et Santé s'associent, et que peut-être voilà, la première fois d'amener ce qui peut paraître incongru, en disant et pourquoi il amène un maire, voilà. Parce qu'en fin de compte, non, mais parce que la santé, il n'en parle pas, ou malheureusement on n'en débat pas comme ça dans les conseils, mais c'est son souci premier, c'est la santé, c'est l'harmonie de la cité qu'il dirige, c'est son souci premier, c'est la santé. Mais on ne le dit pas. S'il disait ça, on dirait bon, bah écoute, on a le truc de shoot dans un coin, t'as fait les yeux là, t'as fait les machins qui pédalent comme ça et tout. Voilà, d'ailleurs. Ouais, bah oui, je sais bien. mais je pense que aujourd'hui, on va pas tout dire. Et d'ailleurs, dans l'année, on ne dira peut-être pas tout. Et c'est pour ça que si on veut faire qu'il y ait des chercheurs qui travaillent sur ça avec peut-être cette modestie-là, mais cette nécessité, c'est une nécessité. On n'est pas là en train d'inventer un truc qui ferait plaisir, c'est une nécessité. On va très mal. On est compte qu'aujourd'hui, quelqu'un, on va dire, élite de la République, on leur a dit, des petits, t'es né en octobre, c'est bon, tu pourras passer, tu auras toujours la bonne machin, t'as pas perdu une année, crac, machin, hop, t'es la première en prépa, paf, scientifique, paf, hop, après tu concours, hop, tu rentres dans une grande école, hop, et tu sors. Et cette personne, elle est bien formée, elle n'est pas, contrairement à ce qu'on voit, elle est pas mal formée, mais elle ne rencontre pas dans la vie son espoir. Elle a fait tout ça, mais elle ne rencontre pas. Et donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a des gens qui changent de métier. Moi, j'ai un polytechnicien qui fait des cuirs en bois, mais pour donner plein d'exemples. Et vous avez quelqu'un qui rentre dans la vie et qui n'a pas d'emploi, et il est malheureux. Donc, celui qui rentre, il est malheureux, et celui qui n'en a pas est malheureux. C'est terrible, quoi. C'est une société perdue. Une société, mais c'est impensable. Vous vous rendez compte? Tout le monde s'ennuie. Le mal-être. Le mal-être, oui, c'est un mal-être. Et c'est ça, c'est un bien-être. Le soin, c'est peut-être un bien-être. Parce que c'est beau quand même, le bien-être. Et donc peut-être, pour conclure avec vous, Noël Mamère, sur la place du coup de cette prise de risque et de l'expérimentation dans la puissance publique, enfin pour vous, quelle est cette place en fait actuellement? Quelle est la nécessité? Je ne suis plus en responsabilité depuis 5 ans maintenant, mais pour poursuivre ce que vient de dire Patrick, c'est des expérimentations, il s'en fait dans plusieurs endroits. Elles commencent à se multiplier d'ailleurs, et c'est très bien, et Patrick fait partie des précurseurs. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la somme de ces expérimentations fera société? Donc c'est ça l'enjeu. Et c'est un enjeu considérable parce qu'on sait bien, dans ce secteur-là comme dans d'autres, qui intéressent prioritairement les écologistes, mais pas seulement, nous avons des adversaires déterminés, même plus que des adversaires, des ennemis, qui n'ont aucun intérêt à ce que la société soit plus apaisée. Ils vivent du conflit, et quand il n'en a pas, il organise. Or, le boulot politique, enfin la noblesse de la politique, c'est de faire en sorte que nos sociétés soient beaucoup plus apaisées, qu'on ne se retrouve pas dans des situations où les gens ne se parlent plus, et lorsqu'ils se parlent, c'est pour s'invectiver, c'est pour s'injurier, c'est pour se malmener. Une société dans laquelle c'est ça qui aujourd'hui nous sert de filtre, une société du narcissisme, comme le disait Christopher Lasch, la culture du narcissisme. On est dans une société instagrammée aujourd'hui, où la question de la relation interpersonnelle s'éloigne de plus en plus, alors qu'on nous explique que ça c'est fait pour mieux communiquer. Mais on reste dans des bulles. Je fais qu'en penser des portes ouvertes qui ont été expliquées bien avant moi depuis longtemps. Mais il faut lutter contre ça. Moi, par exemple, j'ai mené toute ma vie de journaliste. Alors c'était à l'époque, j'avais pas de mérite, puis ça n'existait pas. Mais toute ma vie de politique, j'ai refusé Twitter et Facebook. Et je voyais mes copains qui étaient satisfaits lorsqu'ils avaient je ne sais pas combien de followers et de machin. Mais ça vous rend malade, ça vous enferme.
C'est pas ça la politique. Et la politique, ce n'est pas non plus la séduction. Voyez comme je suis beau, voyez comme je suis belle, voyez comme je vous fais plaisir, voyez comme je communique bien. La politique, c'est l'art de la conviction. Donc pour convaincre, il faut du temps. Et donc on ne peut plus se permettre de croire, de dire que on va manifester en faisant un clic. Ah bah oui, je suis solidaire de cette cause. J'ai envoyé ma participation sur je sais plus quelle application. C'est pas ça la manifester, c'est pas ça s'impliquer. S'impliquer, c'est aller sur le terrain, c'est traîner ses bottes et ses souliers sur le pavé, affronter des flics qui aujourd'hui vont changer complètement la doctrine du maintien de l'ordre et qui vous créent des nasses sur des places comme la République plutôt que de vous laisser manifester. C'est de se battre pour le droit de manifester et la liberté d'expression. Et c'est surtout d'être confronté aux autres. D'être à distance, effectivement, de baf, à dimension humaine. Et ça, aujourd'hui, on ne le fait pas. Il faut du temps. Donc, quand on est maire et quand on est un politique, eh bien, il ne faut pas se contenter de dire, voilà, je vous ai répondu par SMS ou par mon Facebook ou mon Twitter. C'est d'être en face des gens et d'être confronté à eux, qu'ils expriment ce qu'ils ont en eux, qui sont souvent des préjugés, des tabous, des comportements d'ailleurs qui sont des préjugés qui peuvent être des préjugés racistes aussi. Il y en a beaucoup. Je vais terminer, et j'étendrai pas. J'ai été confronté à l'installation d'un centre de post-cure pour toxicomanes sevrés dans ma ville. Le maire d'à côté, qui est de droite, avait dit on va faire un référendum. On sait très bien que si on fait un référendum, est-ce que vous voulez des toxicomanes chez vous? Les mecs, ils toussent, ils disent on n'en veut pas. À un moment, j'avais fait le fanfaron et j'avais dit ils viennent. Moi, je les accepte et il n'y aura pas de référendum. Donc, le jour où ils ont vu le permis de construire affiché sur le local qui était de l'association, j'ai eu droit à une levée de bouclier énorme. J'ai dit écoutez, je vais vous réunir. Donc je les ai réunis dans ce qui est leur maison, c'est-à-dire la mairie, qui n'était pas la mienne, donc j'étais qu'un locataire. On était comme ça, là, devant une salle pleine, chauffée à blanc. J'avais amené avec moi les responsables de l'association et j'ai commencé en leur disant je vous préviens, on va discuter, mais ça se fera et on va vous expliquer pourquoi. Ça a duré 2 heures, je me suis fait vraiment secouer. De temps en temps, il y avait d'ailleurs quelqu'un qui était connu pour mon opposition de droite qui a dit mais si ça arrivait à mes filles, je serais bien content d'avoir un lieu comme ça. Bref, les gens ont parlé, ils ont lâché tout ce qu'ils avaient de pire en eux et de plus détestable. Et à la fin, un vieux béglé est arrivé, il est venu me voir, il m'a tapé sur l'épaule avec son accent béglé. Sans rancune, monsieur le maire. Je dis non, pas de rancune. Mais vous savez, ça fait du bien de parler. Et c'était ça le truc. Le centre de post-cure, il est là, ils vont boire l'apéro avec les gars, il n'y a pas de problème, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Mais tout ça pour dire que la démocratie, qui est bien mal en point aujourd'hui, elle ne peut vivre que si on prend le temps. Hein. On écrit beaucoup de choses sur l'idée de ralentir. Dans un monde qui a été très bien analysé par Armut Rosa sur l'accélération. On vit un peu comme des hamsters qui s'agitent dans la roue, mais on fait du surplace. Et donc, oui, il faut ralentir. Et ralentir, c'est ralentir dans tous les secteurs, comme disaient mes collègues journalistes sportifs, dans tous les compartiments du jeu. Et ça touche aussi la ville, l'architecture, la construction. Il faut ralentir. Si Patrick n'avait pas pris le temps de faire le médiateur, comme il l'a dit tout à l'heure, le go-between entre le maire et la population pour la piscine, peut-être qu'on n'aurait pas réussi à le faire. Voilà, on ne serait pas là ce soir. Et on ne serait pas là ce soir. Il faut le temps. Voilà. Et donc, il faut le temps, et donc il faut effectivement savoir prendre des risques. Et quel risque y a-t-il à faire, à miser, à être obsédé par le fait qu'on veut que les gens vivent moins mal. Et c'est pour ça que le premier, je voulais que ce soit un politique, et pas évident, et que le deuxième, ce soit donc un haut fonctionnaire.
Et donc, pour le deuxième, il n'y a pas eu beaucoup de femmes préfets. Et donc, il y aura un cours sur une femme préfète de région qui a pris une décision seule, parce que, voilà, à un moment donné, vous vous trouvez seul. Mais on lui avait donné une mission, pas de mort. C'est une mission assez simple, quoi. Vous devez régler le problème de Notre-Dame-des-Landes. Vous êtes une femme, ça marchera mieux qu'un homme. Mais vous n'avez qu'une seule règle, madame, pas de mort. Et qu'est-ce que vous faites quand vous avez deux partis opposés qui n'ont qu'une envie, c'est de se foutre sur la gueule, quand même. Il faut bien rencontrer les deux partis. On ne peut pas vous accuser après, dire pourquoi vous parlez aux zadistes, vous avez peur d'eux, tout. Attends, si vous voulez pas de mort, il faut que je vois bien les deux partis. Et c'est parce qu'elle a osé voir les deux partis qu'elle a inventé quelque chose. Voilà. Hop. Le troisième. Tu veux peut-être présenter les... Ça va pas après. Donc là, on a un temps réservé aux questions. On a une trentaine de minutes. Donc s'il y a des questions dans la salle ou à distance, n'hésitez pas. Moi, j'avais une petite question. Moi, j'avais une petite question sur l'eau. Du coup, l'eau de la piscine, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Là, tu fais exprès, là. Vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin avec l'eau de la piscine? Ah non, c'est... L'eau, On a fait ce qu'on a dit. C'est-à-dire que la première chose, c'était d'ailleurs de tous reconnaître qu'une piscine consomme énormément d'eau. Et de reconnaître aussi que l'eau des piscines que l'on jette, on ne la jette pas dans la rue, on la jette dans l'égout, et que cette eau surchlorée, elle va à la station d'épuration. Donc, par sa surchloration, elle ralentit le processus vivant de la dépollution de l'eau qui va à la station d'épuration. Donc, elle consomme de l'eau, et comme elle est une eau désinfectée trop puissante, elle empêche la vie microbiotique dans les stations d'épuration. Donc ça, il fallait déjà mettre ça en place. Ensuite, il fallait se dire pourquoi la France n'a pas la même réglementation que d'autres pays européens, puisque ce qu'on a fait à Bègle existe dans d'autres pays, où même des piscines privées ont le droit de faire ce que la piscine de Bègle a fait. Mais la réglementation d'une piscine publique interdit la phytoremédiation. Donc il fallait par l'acte démontrer que peut-être une piscine publique peut résoudre un problème expérimental. Donc de montrer au service qu'on peut peut-être dépolluer l'eau par des plantes. Mais si on n'y arrive pas, parce que tout de suite c'était la question, et si Noël Mamère, il a quelqu'un qui attrape une maladie à cause de ça, lui il a pris le risque d'expérimenter quelque chose qui n'est pas normal. Il a fallu à ce moment-là qu'on invente ce système, mais c'est pas pour dégager en touche, mais un peu, ce qu'il fallait c'était poser toutes les questions. On a dit, alors on ne va pas le mettre en place de manière doctrinaire en disant c'est comme ça et pas autrement, on va l'expérimenter en marchant. Et donc, c'est mettre les services dans l'habitude que l'eau est irrégulière. D'ailleurs, elle est irrégulière, l'eau, dans sa pollution, entre les jours où les enfants vont à la piscine et les jours où les enfants n'y vont pas. Vous voyez, ou les après-midi où les classes viennent, car ce n'est pas les matières fécales que les enfants portent sur eux, c'est les matières fécales en général qu'ils amènent avec leurs chaussures. Donc là aussi, vous avez vu, il y a pied sec, pied mouillé, comment on peut être à pied sec et voir quelqu'un qui est mouillé. Donc c'est comme ça que j'ai joué. On peut être à pied sec dans le bar, mais voir quelqu'un qui est dans une piscine sèche, et au travers d'une autre paroi, voir quelqu'un qui est quand même mouillé, sans aller avec elle. Parce que, vous voyez, c'est tout un réseau. Alors, on pourrait dire, poser la question, résolu expérimentalement comme quoi c'était possible, mais on n'a pas pour autant changé la réglementation française, qu'aurait dû dire après ça, mais à partir de maintenant, toutes les piscines publiques auront un système de phytoremédiation. Et quand elle disait, il faudra qu'on se compte, parce qu'il y a des expériences partout, vous voyez, c'est pas l'expérience au sens comme ça, c'est de montrer que tout acte devrait tout le temps être à la recherche d'un meilleur monde. Parce que ça marchait en fait. L'expérimentation a marché. Oui. Oui.
Ben, l'expérimentation Oui. a déjà marché par le fait que, on va commencer par le début, qu'une étudiante ait passé un doctorat sur ça et que ça a prouvé que ça marchait. Formidable. Vous vous rendez compte qu'elle, elle est avec un doctorat où elle peut s'appuyer sur une recherche qu'elle a faite grâce à la piscine de Bègle. Pour moi, c'est déjà un. Et après que chez Noël, après Noël et moi, bah, Noël est resté après moi, mais moi je suis parti, mais on a eu même des problèmes avec la piscine et autres, mais tout le monde portait la piscine. Oui, quand il dit c'était un équipement très important, parce que tout le monde porte la piscine. Tout le monde. Parce qu'il y avait aussi un truc qui était assez drôle, c'est que cette piscine qui était un bain-douche, elle avait donc des lessiveuses en bas, et à l'époque, les gens n'avaient pas de maillot. Donc la piscine prêtait des maillots. Et donc il y avait des maillots noirs et des maillots jaunes. Absolument. Donc on donnait les maillots noirs, on les faisait rentrer en piscine, 1 heure après, les noirs, vous sortez, ils donnaient le maillot, les jaunes arrivaient, mais les maillots restaient à la piscine et on les lavait. Et l'équipe de rugby, qui est donc au bout de la rue, et tout, quand elle revenait de jouer au rugby, par la fenêtre du soupirail où il y avait les gens qui nettoyaient, ils donnaient leurs vêtements. Oui, même vous voyez, ce partage qui fait qu'un autre équipement se sert de l'équipement d'un autre, tout, d'avoir remis tout ça en débat, je pense qu'on a quand même abordé la mutualisation, le mélange des genres, le fait que peut-être même qu'on ait tous le même maillot. Pourquoi à un moment donné à l'école on avait tous la même blouse, peut-être qu'avoir tous le même maillot dans un bain. Donc moi j'ai même eu, comme j'ai retrouvé des maillots, Noël l'a su, et Noël, avec des jeunes qui étaient de passage à Bègle, il s'est mis en maillot, ils m'ont envoyé la photo. Donc j'ai la photo de Noël. J'ai gardé un maillot d'ailleurs. Ouais, en maillot. Vous voyez, tout ça, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, dont l'eau. Où l'eau est le prétexte de 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est ça qu'il faut faire tout le temps. La drogue peut être 1 plus 1 plus 1 plus 1. L'enfance peut être 1 plus 1 plus 1 plus 1. La vieillesse, 1 plus 1 plus 1. C'est ça. Merci beaucoup. Je voulais vous remercier tous les deux. Patrick, vous disiez une société où on s'ennuie. Pour ma part, je ne me suis pas du tout ennuyé. En fait, le concept de délaissé est très intéressant et sûrement pour moi qui viens de l'histoire stiglérienne que vous connaissez bien, Patrick, puisque j'ai cheminé avec lui avant de créer l'Institut de recherche et d'innovation. Le délaissé, c'est aussi le défaut. Et Bernard disait toujours, c'est le défaut qu'il faut. Et ce défaut qu'il faut, vous l'avez magnifiquement exprimé, et je pense que, en plus, c'est pas toujours le délaissé. Alors effectivement, il y a le délaissé d'autoroute, il y a le délaissé tel que vous l'avez, le délaissé social, tel que vous l'avez bien mis en parallèle, mais en fait, c'est souvent un délaissé juridique aussi. Pour ma part, j'aimerais aussi le penser comme un délaissé technique. Ce serait intéressant de voir d'ailleurs que, peut-être pas chez Stigler, mais chez Simondon, en tout cas, il y a toujours quelque part ce défaut d'individuation chez Simondon, et qui finalement va constituer presque le moteur de ce que Morisot appelle la rencontre, hein, c'est-à-dire justement, pour qu'il y ait individuation, il faut qu'il y ait cette espèce de défaut, ce désir, on pourrait dire aussi, hein, dans les termes stiglériens, ce désir qui va faire qu'il va y avoir une rencontre entre un potentiel, en fait, et un milieu, on pourrait le dire dans les termes de Simondon. Et ce délaissé technique serait intéressant à mettre en parallèle avec le délaissé juridique, qui est souvent, très souvent au cœur des projets que vous avez menés, Patrick, ou même peut-être, si on fait un parallèle avec Noël Mamère, délaissé politique. Et ça, c'est aussi très intéressant de penser la politique de cette manière, c'est-à-dire, est-ce que la politique, c'est pas aussi se réfléchir à quels sont les... Alors, c'est pas juste se préoccuper des problèmes, ça effectivement, c'est intéressant de partir des problèmes, mais c'est aussi de voir qu'est-ce qui, dans le système d'une collectivité, dans une localité, fait défaut, mais fait défaut pas de manière négative. C'est peut-être aussi une dynamique qui est nécessaire. En tout cas, c'est une dynamique qui va provoquer une action. Peut-être pour trouver une solution, mais qui en va en tout cas être un moteur d'innovation. Alors j'ai beaucoup aimé, justement pour illustrer un peu et faire des parallèles avec l'expérimentation que nous menons en Seine-Saint-Denis, l'habitat en terre, c'est pour les pauvres. C'est une expression que j'entends très souvent en Seine-Saint-Denis.
Et alors je vais vous la donner, parce que j'ai exactement eu cette réflexion dans le groupe que nous menons à la PMI Pierre Sémar à Saint-Denis. Nous travaillons avec des mamans, hein, des mères de famille sur la surexposition aux écrans. C'est un peu notre ADN à l'IRI, on travaille beaucoup sur les questions numériques. Et cette question de surexposition aux écrans, elle s'exprime de manière assez parallèle, analogue à ce que vous avez mentionné là, parce que ces mères de famille nous disent, mais chanter une petite chanson à mes enfants, c'est pour les pauvres. Moi, je préfère lui faire écouter la belle chanson sur YouTube. Parce que celle-là, elle est dans mon esprit, elle est parfaite. C'est le modèle. Si vous voulez, c'est pareil pour la nourriture. Je l'emmène chez McDonald's parce que, voilà, c'est une référence. Et donc, on est dans ces contextes-là. Et c'était très bien, je pense, de rappeler par cet exemple les difficultés auxquelles on est confronté quand on aborde les projets que vous avez menés. Alors j'ai juste une question, c'est sur l'habitat participatif. Alors nous on a appelé habitat contributif puisqu'on a mené une expérience avec le bailleur social Pas-de-Calais Habitat. Je crois qu'on s'était raconté cette histoire avec Patrick déjà dans une conférence précédente. Et donc les gens de Pas-de-Calais Habitat ont mis en œuvre une méthode d'habitat contributif qui est très proche de ce que vous décrivez en fait. C'est-à-dire que les habitants sont fournisseurs des services de leur immeuble. Alors, ce sont les habitants qui assurent la maintenance des équipements, notamment pour ce qui est de l'autoproduction énergétique, hein, qui est une grosse préoccupation. Et qui d'ailleurs se pose aussi avec les piscines aujourd'hui. Alors, je suis par ailleurs élu de ma commune, et alors les piscines en ce moment, c'est je crois dans toutes les communes, le grand sujet, parce qu'il faut faire des économies d'énergie, et c'est en général les piscines qui prennent les premières, le choc, avec très peu d'imagination, très peu d'inventivité. Hein. Dans ma commune, voilà, il y en a une vieille piscine qui n'est pas aussi belle que la vôtre, mais qui va probablement être fermée au moins une partie de l'année. Hein. Les fameux mois d'hiver ou les vacances scolaires d'hiver, c'est vraiment le créneau qui est ciblé pour absolument les fermer. Donc je voulais vous questionner un peu sur comment est-ce qu'on peut inventer avec les habitants ces processus qui peut-être ferait que les piscines seraient prises en main par les habitants. Alors là, on voit déjà des formes de prise en main, hein, de prise de forme même, pour dire avec Patrick. Est-ce qu'on peut aller plus loin, hein, c'est-à-dire dans la gestion, dans la production des services associés à ce type d'équipement? Est-ce que vous l'avez peut-être expérimenté dans votre commune? Pour répondre brièvement, j'ai fait ce qu'on a dit avec Patrick, c'est-à-dire que cette piscine, comme on l'a essayé de l'expliquer, n'est pas simplement une piscine avec ce petit bistrot bio et un certain nombre de services. Et ben, ma sœur aussi. Et alors il y a un hammam que Patrick a construit en s'inspirant d'un hammam marocain, je crois, qui est très fréquenté par la population. Il y a aussi s'est installée une esthéticienne, une masseuse, pardon. Mais ce que j'ai fait, moi, c'est un peu autre chose. C'est-à-dire que comme une piscine, c'est très coûteux, comme vous le savez, pendant l'été, ce qui n'a pas été le cas cet été, parce que c'était, je pense, impossible pour mon successeur de fermer la piscine, vu la chaleur qu'il faisait dans le sud-ouest. Mais ce que j'ai fait, c'est que je vais essayer de faire court. Quand on a construit la rocade à Bordeaux, pour construire la rocade, on a extrait des graves. Donc il y avait à Bègle un très grand terrain sur lequel il y avait des vaches, sur lequel on a pris des graves. Ce qui fait qu'en prenant les graves, il y a de l'eau qui est arrivée. Et donc c'est devenu un lac qui a pendant longtemps été complètement ignoré des Béglés. Et moi j'étais partisan de ce que j'appelle le revenu en nature. C'est-à-dire que des gens qui ne peuvent pas partir en vacances puissent bénéficier de lieux, de loisirs au plus près de chez eux. Et donc, pendant longtemps, ce lac a été abandonné parce qu'il y avait un quartier qui était malfamé, ça ne veut rien dire, mais disons qu'il faisait peur aux gens, donc ils n'allaient pas.
Et le jour où on a détruit la tour et on a réhabilité le quartier, le lac devenait plus attractif. Donc j'ai commencé de la manière suivante, en y installant une halte nautique pour que les petits béglés apprennent à faire de la voile et du bateau pour après éventuellement aller sur la Garonne toute proche. Et puis j'ai fait étudier l'eau, parce qu'il y a une nappe phréatique dessous qui est de très bonne qualité. L'eau était très bonne avec mon élu biologiste. Et donc j'ai dit on va faire une plage, on va l'appeler Bègle Plage. Donc on a fait venir du sable, 2 ou 3 palmiers, et on a tout de suite été complètement débordé, puisque Bègle Plage est ouvert du 15 juin jusqu'à la fin août, surveillé. Et on a été très vite débordé parce qu'on a vu descendre du bus, c'était ma plus grande satisfaction, les habitants de Senon, de Lormont, qui sont des banlieues plutôt non plus ouvrières, mais des banlieues d'habitat social. Et c'était génial de voir les gens descendre, les familles, descendre du bus avec la bouée, le sac avec de charbon de bois pour faire des barbecues. Ça plaît peut-être pas à Sandrine Rousseau, mais ils faisaient des barbecues. Et de les voir passer la journée là, plutôt que de rester enfermés chez eux. Donc, ce qui fait que la piscine, on l'a fermée l'été pour pouvoir ouvrir un autre espace aux béglés et aux autres. Maintenant, je pense qu'en effet, on peut trouver, comme vous le dites, d'autres services à partager avec les usagers. On n'est pas allé aussi loin que vous pour l'habitat participatif. On a pris une association qui nous a conseillé, qui a conseillé les familles. Ils étaient 15 au départ, ils sont restés 12. Alors, bon, on a fait ce qui est maintenant devenu traditionnel. Il n'y a plus de chambres d'amis dans les maisons, dans les appartements. La lingerie est commune, les vélos sont communs, le jardin est commun. Tout ça est maintenant devenu d'une grande banalité. Et on l'a fait avec le bailleur social de la métropole. On a une question à distance de Christian Hérichet. Peut-être que si vous souhaitez reprendre, la dire à l'oral, n'hésitez pas à prendre la parole. Mais sinon, y aura-t-il une solution pour le changement des tours dans les grandes villes? Donc c'est peut-être sur les transformations des tours. Moi, je sais pas. Il y a plein d'expériences qui sont faites. La dernière a été conduite, mais Patrick en parlera mieux que moi, au Grand Parc à Bordeaux avec le tandem Hutin et Lacaton-Vassal, qui ont réussi à faire de cette très grande cité, avec l'existant, à élargir, élargir la capacité d'habiter. Augmenter les surfaces. Augmenter les surfaces, oui. En facilitant évidemment et en améliorant l'isolation. Et donc c'est une vraie réussite. On n'est pas obligé de détruire les tours, sauf si elles sont mal construites, mais aujourd'hui c'est ce qu'on s'est attaché à dire pendant 2 heures. Non, mais je pense que pour répondre à cette question, il faudrait en effet, à partir de maintenant, arrêter de démolir, ne le faire que vraiment par grande nécessité, et ne jamais construire quelque chose qui ne pourrait pas être reversible. Voilà. Et on pourrait donc donner comme règle que tout permis de construire ne sera accordé que si le projet explique comment on démonte ce qui est construit, comment on réemploie ce qui est construit, voire comment on pourrait réutiliser cet immeuble dans le futur, dans une autre affectation que celle du permis de construire. Ça devrait être la règle première. Moi, j'ai travaillé sur cette règle qui est maintenant appliquée à Genève. Donc voilà, c'est dommage que ce soit là, mais c'est une disposition très simple. Et il n'y a pas un permis de démolir, un permis de construire. Il y a un permis d'habiter qui fait que on a quelque chose, on l'emmène dans le temps et on le projette d'ailleurs pour un temps futur possible. Vous voyez, on ne devrait jamais donner un permis de construire pour une tour dont les fenêtres ne s'ouvrent pas. Voilà, c'est la première règle. Parce que si les tours n'ont pas de fenêtres qui ouvrent, et si pour en faire des logements, il faut démonter toutes les fenêtres et éventuellement payer des charges d'une tour qui est des charges possibles pour une entreprise et impossibles pour une habitation, c'est criminel. Voilà. Et le fait qu'on construise encore des tours à la Défense
pour Paris, des tours à Bercy, et ainsi de suite, on s'est battu contre, dans certaines on a gagné, mais c'est pas encore dans les mentalités. Et pour que vous puissiez le répandre dans vos conversations, pour construire 1 mètre carré de surface, hein, il faut consommer 1 mètre cube de matière qu'on jette. Parce que 1 mètre carré, c'est plat. Hein. Donc il y a bien 99% du cube qui est jeté. Donc c'est le secteur le plus consommateur de matière. Et donc derrière la matière que l'on consomme, il faut se poser la question de qui a fait cette matière. Ben oui. Donc ça pose des questions philosophiques très importantes là. Et où on la jette. On démolit, mais on démolit pas simplement de la matière. On démolit aussi d'autres. C'est une question à très intéressant. Ouais. J'ai vu que vous avez ajouté. Oui. Grâce à toi d'ailleurs. Oui, parce que je Ouais, l'avais mais très intéressant. Hein. Vous avez une question? Oui, j'avais une question. En fait, Pour Patrick peut-être? merci, pas pour vous deux. pour Lucia. Pour vous trois, pardon. Oui, vous avez beaucoup parlé de replacer l'habitant au centre. C'est à la fois un acte politique et un acte en termes d'architecture sur la programmation, mais jusque dans le projet et dans son appropriation. Je trouvais ça très intéressant parce que c'est, je pense, un des enjeux principaux. C'est une sorte de crise de la démocratie participative. Et il y a également une vraie crise dans l'image des architectes comme dans l'image des politiques, d'avoir des architectes ou des politiques très formés, très haut placés, avec des idées très descendantes, qui font qu'en fait on a complètement perdu le contact et que les habitants ont le sentiment que avoir un architecte, c'est pas avoir quelqu'un qui est à son service, c'est avoir quelqu'un qui va proposer une solution très intelligente, qui ne comprennent pas forcément, qui peut être bien, mais dont je ne profite pas réellement. Et donc quelque part replacer les habitants au centre, c'est je pense le vrai enjeu pour demain et pour la suite, étant donné que je partage complètement la conviction qu'il faut absolument ne plus construire du neuf et ne plus s'étaler et donc aller construire en ville et donc en impact avec les habitants. Dans les exemples que vous donniez des exemples qui sont, enfin, c'est pas qu'ils soient contradictoires, mais disons que de temps en temps on sent que votre conviction et l'idée qui est la vôtre prime, comme c'est le cas pour l'histoire des toxicomanes qui arrivent, ou alors dans la conviction que vous mettez à les convaincre qu'une piscine c'est vraiment très sale. On sent que quelque part il y a quelque chose de l'ordre de la conviction que vous partagez, mais de façon assez ferme. Vous êtes convaincant pour les habitants qui sont peut-être un petit peu moins doués que vous dans cette qualité-là de médiation. Et en même temps, écouter les habitants, les faire participer, comme vous dites. Il y a une limite un peu ténue, un peu difficile à trouver entre la conviction et puis l'écoute totale, y compris des mauvaises idées, y compris le racisme dont vous parlez en termes de politique, ou alors de la simple bêtise de vouloir, je ne sais pas, un sauna ou du confort ou de la surchauffe. Comment on trouve la limite en fait dans le dialogue? C'est une question qui mérite une autre soirée. Non, mais moi j'ai déjà considéré que je faisais de la politique. Pas dans un parti politique, mais que je faisais de la politique. Et que peut-être que la politique, ça n'est peut-être pas comme... Voilà, vivre en société, c'est faire de la politique. Et peut-être qu'il y a des élus, mais il y a d'autres. Je pense qu'il y a un maillon manquant dans la démocratie, c'est ce maillon manquant. J'ai volontairement refusé le titre d'architecte. Je ne me suis pas inscrit à l'ordre. Pour construire, il faut être inscrit à l'ordre. Mais les architectes ont accepté que jusqu'à 170 mètres carrés ou 150 mètres carrés, on n'avait pas besoin d'architecte. Donc j'ai dit, je ne m'inscris pas à l'ordre et je ne ferai que des petites choses. Je me suis contraint de ne pas faire de grandes choses. Voilà. Donc, vous voyez, donc dans la vie, il faut toujours faire des choses auxquelles vous croyez. Vous voyez, sinon, vous dérapez facile. Quoi. Et c'est seulement après que j'ai fait des choses plus grandes, parce que par nécessité, on me les a données. Je ne les ai pas revendiquées. Voilà. Et donc, je peux dire que j'ai fait changer un peu les choses. Parce que en faisant les petits, on disait, bah lui, on s'en fout, il fait que des petites choses. Mais un jour, à force de faire des petites choses, on dit, mais comment il a la liberté de faire des choses comme ça? Je dis, bah parce qu'elles sont petites. Et donc, vous aviez qu'à les faire, les choses petites.
Et donc il faut, et même par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il faut tout le temps retourner la question. Il ne faut pas trouver une solution à la question. Il faut reposer la question autrement, car des fois quand elle est posée autrement, elle repart, la question, et elle s'annule. Et d'ailleurs c'est quelque chose qui était caché derrière la question qui apparaît. Parce que des fois la question, elle est tellement simple, elle pose la question bête, quoi. Voilà. Puis après vous débattez ça, puis après apparaît quelque chose derrière. Ah ben non, c'est pas me baigner que je veux, c'est voir le voisin à poil. Ah bon, alors donc coucou, est-ce que vous voulez qu'on fasse des hammams ou des piscines? Alors vous commencez à perturber comme ça, et après vous dites, en fin de compte, on n'a besoin de rien. On a besoin de se mettre en maillot de bain au bord de la Garonne. Mais pourquoi on ne se met pas en maillot de bain au bord de la Garonne? Parce qu'on nous a dit que c'était pollué, ou parce que c'est comme ça. On va faire un essai. Il faut donc tout le temps reposer la question, et en reposant la question, vous déplacez le sujet qui était fait pour que le règlement vous empêche de faire. Ah, le règlement, il est là pour empêcher de faire. Ah oui, puisque le règlement empêche de faire, moi, j'attaque pas le règlement, je contourne. Et en reposant la question autrement, c'est pas le même règlement. C'est d'un seul coup, c'est plus l'hygiène, c'est l'esthétique, c'est l'histoire, c'est la santé, c'est le machin. Ah, le mec est perdu. Il dit, mais attendez, vous faites de l'architecture ou vous faites de la santé? Je sais pas, moi, je construis quelque chose dans l'intérêt général. Vous appelez ça comme vous voulez. C'est pour ça qu'on ne va pas pouvoir en parler maintenant, mais c'est cette agilité, cette habileté, et non pas par mépris, pour dire espèce de con, tu vas voir, je vais te répondre, tu vas rester là, c'est au contraire de dire arrête, on ne vit qu'une fois, on va essayer d'avancer ensemble quand même, voilà, arrête de bloquer, quoi. On y va, là, on y va. Et donc, moi, souvent, je dis, allez, on y va. Alors, on dit, mais on y va quoi? On y va, on verra bien demain, on y va. Vous voyez, mettons, là, il vient de me le rappeler, Alexandre Monin, c'est le 3e. Moi, je viens pour faire un hommage à Bernard Stiegler. J'accepte leur invitation. Je suis à côté de quelqu'un, je vois qu'il prend des notes. Il me dit, tiens, il prend des notes, pas comme tout le monde. Il prend des notes. Donc, je dis, mais il a l'air intelligent, là, celui qui est à côté de moi. Et après, le truc, je dis, donne-moi ton téléphone. On est devenus amis. Et il fait la 3e conférence ici. Comme ça, il est relié. Il y a Sophie et Ricard qui est à distance, qui souhaitent intervenir de la preuve par 7. Sophie, tu souhaites pas... Enfin, on ne t'entend pas. Vas-y, Sophie. C'est bon. Non. C'est qui? Si, on attend. Et si, pardon. Sophie, parle, vas-y. Hey, Sophie. Entendu, moi j'ai une demande. C'est Vous une m'entendez? Oui. Oui. Vous m'entendez? Oui. Ça va. Ah super, salut à vous. Je suis contente de vous avoir entendu. Non, moi j'ai une demande très sérieuse à faire à Noël. Du coup, comme vous reparlez d'Alexandre Monin, que quand même ce laboratoire va durer une année, voire plus, et que c'est les fondements, en tout cas, quelque chose qu'on aimerait enclencher avec Patrick, qui est de dire, pour les prochaines années qui arrivent aussi à la preuve par 7, l'idée est de trouver aussi d'autres territoires d'expérimentation sur lesquels aussi on peut poser ce laboratoire des délaissés et peut-être travailler à une échelle de type échelle administrative régionale et départementale. Donc, on va poser les jalons comme ça toute l'année avec un certain nombre de cours avec plusieurs intervenants. Comme effectivement, il y a Nicole Thion qui va arriver, Alexandre Monin sur la question de la redirection économique. Vous êtes quand même un petit peu, en vous entendant, le fil rouge. En plus, nous tient politique, donc pour nous, ça nous paraît aussi extrêmement important d'avoir votre parole à nos côtés. Donc ma demande, elle est simple, et on a déjà parlé avec Patrick et avec d'autres, c'est est-ce que vous accepteriez d'être aussi parrain, quelque part, de ce laboratoire, de suivre vraiment au long cours des séances, parce que qu'on soit bien d'accord, c'est pas juste des cours théoriques. L'idée est vraiment à chaque fois de mettre en lien ces séances avec des cas pratiques, des expérimentations qui ont lieu sur le territoire national. Et donc de tirer des leçons effectivement de ces fameux passages à l'échelle qu'on aimerait faire, tirer de ces expérimentations. Donc de vous avoir à nos côtés et de construire la suite aux côtés des différentes écoles de pensée qu'on réunit. Donc il y a eu Cynthia Fleury, mais il y a aussi, voilà, on a eu de la chance d'entendre Vincent Pouilly de l'IRI. Donc Bernard Stiegler nous accompagne depuis très longtemps. Sur la question de la redirection écologique, Alexandre Monin, on sait qu'il vient aussi de ces écoles de pensée entre Latour, Stiegler, aujourd'hui avec nous. Donc on voit bien que là, on a l'occasion ensemble de se réunir et en plus de proposer plus largement que ces séminaires de cours, de construire
on va dire, sur les 3 prochaines années, ce que Cynthia appelle un hotspot de vulnérabilité sur lesquels elle travaille dans le monde, de peut-être se dire qu'en France, on en trouve un. On trouve cet hotspot de vulnérabilité sur lesquels on pose les bases aussi de ce que pourraient être nos futurs cours, en se disant on a eu des expériences passées sur lesquelles on est en capacité de tirer des leçons, il y en a d'autres à venir, il y en a qui sont en cours, est-ce qu'on pourrait ensemble se réunir à cet endroit-là et peut-être discuter aussi des échelles politiques qui sont en capacité de prendre des risques et de mener ces expérimentations. Y a-t-il un entre-deux entre la collectivité, la municipalité et l'État, le national, etc., etc. Donc voilà, la demande, elle est, seriez-vous OK pour nous suivre et nous accompagner tout le long de cette année, revenir effectivement pendant ces cours, mais surtout travailler avec nous aussi à l'écriture de ce projet futur. Alors merci Sophie de l'honneur qui m'est fait. Vous avez eu raison de dire que je ne suis plus un responsable politique, donc j'accepte d'être parrain, parce qu'un parrain en politique, c'est pas très bien vu. Et je suis très content de pouvoir participer et continuer ce que nous avons commencé avec Patrick ici, parce qu'en effet, je n'ai pas envie de finir comme un vieux con, donc je pense que je serai plus sachant en sortant de ces réunions que je ne le serai en entrant. Et donc, ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup. Et je suis effectivement, je pense, pour conclure, que les écologistes ne sont pas assez attentifs à cette réflexion et qu'ils devraient contribuer de manière beaucoup plus décisive à cette nouvelle, à cette pensée qui est en train de se construire et qui est peut-être l'une des pistes pour nous sortir du chaos prévisible. Merci beaucoup, Sophie. J'accepte. Merci à vous. Merci beaucoup. Et moi, je suis déjà ton papy, donc c'est bon. Il y a une dernière question dans la salle ou... Moi j'en avais une, mais je ne sais pas si on a le temps. Oui. Rapidement. C'était en fait sur une question plus terre à terre. C'était est-ce que le simple fait d'avoir mis en œuvre cette expérimentation et peut-être plus encore qu'elle soit estampillée Patrick Bouchain, ça a permis des retombées en termes de marketing territorial pour la commune? Ah oui, bien sûr, d'abord parce que ce qu'a réalisé Patrick est présent dans de nombreuses revues, a fait l'objet de beaucoup de commentaires, des commentaires d'ailleurs très positifs. Et moi j'estime que les bains, puisqu'on l'appelle comme ça aujourd'hui, la participation de Patrick a été en termes d'image pour la ville très important, oui. Bien sûr, c'est un moteur, oui. Je parlais tout à l'heure du musée de la création franche que nous avons créé. Je m'attache à essayer d'expliquer. J'ai essayé d'expliquer au Béglé pendant longtemps que la culture, car ça c'est aussi une expression culturelle, c'est un moteur. Et donc la piscine, c'est réellement, oui, ça a contribué à identifier Bègle, qui était déjà qui avait une identité très marquée, hein, une identité ouvrière. Mais c'est la poursuite de cette identité multiple. On parlait tout à l'heure en venant avec Patrick, c'est, disons, même si c'est une petite ville, mais il faut qu'on s'attache à tout ce qui est de l'ordre de la cosmopolitique. Il faut faire une ville cosmopolite. Et moi, mon associée, femme pour cette opération, est tombée amoureuse de l'ingénieur en climatisation. Ils ont fait 2 enfants et je suis parrain des 2 filles. Ouais. Et elle est installée à Bordeaux maintenant. Et elle est installée à Bordeaux. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Merci, Lucas.